Une jeune fille pauvre est invitée par un jeune milliardaire à partager sa table dans un restaurant de luxe. Plus tard, il s'absente un instant pour aller chercher le dessert, mais lorsqu'il revient, elle a laissé un mot disant « J'ai fait semblant d'être ta fille, et ce fut le jour le plus heureux de ma vie ». Il lit ces mots et se souvient de la fille qu'il a perdue. Il se met à pleurer en silence. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les doigts de Colton Mersey faisaient tourner son verre de vin rouge d'un geste absent. Il était assis là depuis presque une heure, fixant le même endroit sur le mur du restaurant. L'hôte était venu 3 fois pour lui demander s'il avait besoin de quelque chose d'autre. 3 fois, Colton avait demandé 5 minutes de plus. Le dîner devant lui refroidissait, presque intact. La table était dressée pour une seule personne, comme toutes ces tables l'avaient été au cours des 12 derniers mois. Dehors, la soirée d'automne projetait de longues ombres sur les bâtiments de la ville. Le restaurant se trouvait au 5e étage d'un bâtiment historique aux fenêtres du sol au plafond offrant une vue spectaculaire. Lumière, voitures, gens en mouvement. La vie continuait dehors. À l'intérieur de Colton, cependant, le temps s'était figé depuis exactement 1 an. « Monsieur Mersey, plus de vin ?» Un serveur s'approcha avec une bouteille. « Non, merci. » En fait, Colton hésita en regardant sa montre. « Pourriez-vous m'apporter l'addition ?» Le serveur hocha la tête discrètement et s'éloigna. La table pour une personne était encombrée de mets coûteux auxquels il avait à peine touché. Un gaspillage, comme tant d'autres choses dans sa vie désormais. C'est alors que son regard fut attiré par un mouvement près de la grande fenêtre à côté de sa table. Un petit visage apparut, encadré par la nuit, observant l'intérieur du restaurant. Il disparut rapidement lorsque son propriétaire réalisa que quelqu'un l'avait remarqué. Colton fronça les sourcils. Cet étage était trop élevé pour que quelqu'un puisse regarder de l'extérieur, à moins de... Il se pencha et réussit à voir. Il y avait un étroit rebord décoratif qui courait le long de la façade, et, d'une manière ou d'une autre, un enfant s'y trouvait, une fille. Elle réapparut plus prudemment cette fois. Ses grands yeux parcoururent le restaurant, passant sur les plats élaborés et les clients bien habillés, jusqu'à ce qu'il se pose finalement sur l'assiette de Colton. Il reconnut ce regard, la faim. L'enfant ne pouvait pas avoir plus de 8 ans. Des cheveux bruns et ébouriffés, et des vêtements un peu trop grands pour sa frêle silhouette. À travers la vitre, ses yeux rencontrèrent ceux de Colton. Cette fois, elle ne s'enfuit pas. Quelque chose d'étrange se produisit en lui, une impulsion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. De l'empathie, peut-être, ou simplement le besoin humain fondamental de connexion qu'il avait enfoui en même temps que ses rêves. Sans trop réfléchir, Colton leva la main et fit signe à la fillette d'entrer. Les yeux de la petite s'agrandirent de surprise. Elle regarda autour d'elle comme pour confirmer qu'il lui faisait vraiment signe. Colton répéta le geste, plus fermement cette fois. Elle disparut de la fenêtre. Colton sentit une pointe de déception. Quelle idée folle, inviter une enfant inconnue, probablement dans le besoin, dans l'un des restaurants les plus chers de la ville. Il secoua la tête, déçu de lui-même. « Monsieur, votre addition. » Le serveur revint, interrompant ses pensées. « Merci. » Il prit sa carte de crédit lorsqu'il entendit une petite agitation à l'entrée du restaurant. « Tu ne peux pas entrer comme ça, jeune fille. » La voix de l'hôte sonnait clairement irritée. « Mais cet homme là-bas m'a appelé. » La voix de l'enfant répondit. Colton se retourna. C'était elle. La même fille de la fenêtre, désormais debout à l'entrée, poliment mais fermement repoussée par un employé. « Attendez !» Colton se leva. « Elle est avec moi. » L'hôte le regarda, incrédule. « Monsieur Mersey ? C'est mon invité. » Les mots sortirent de sa bouche naturellement, le surprenant lui-même. L'employé lâcha l'épaule de la fillette, confus mais obéissant. « Comme vous voudrez, monsieur. » La fille approcha, hésitante. De près, Colton vit que ses vêtements n'étaient pas seulement trop grands, mais aussi usés. Son visage était propre, mais ses cheveux auraient eu besoin d'un bon coup de brosse. « Salut, dit-elle en arrivant à la table. C'est toi qui m'as appelé, n'est-ce pas ?» Il y avait dans sa voix un mélange de méfiance et d'espoir qui toucha Colton dans un endroit oublié de sa poitrine. « Oui, tu semblais. » Il ne voulut pas dire affamé et l'humilier. Intéressé par la nourriture. Un sourire timide apparut sur le visage de la fillette. « Je n'ai jamais vu de nourriture aussi chic, on dirait dans les films. » Colton montra la chaise vide en face de lui. « Tu veux y goûter ?» Au lieu de répondre, elle jeta un coup d'œil autour d'elle, clairement mal à l'aise sous le regard des autres clients. « Ne fais pas attention à eux, » murmura Colton,
comme s'ils partageaient un secret. Ils sont juste jaloux parce que ta compagnie est plus intéressante que la leur. Cela la fit rire. Sans plus hésiter, la fille s'assit. « Comment tu t'appelles » demanda Colton, faisant discrètement signe au serveur d'apporter de nouveaux couverts. « Sadie » répondit-elle, les yeux fixés sur l'assiette de Colton, à peine touchée. « Et toi » ? Colton Mercer. « Colton » répéta-t-elle en testant le nom. Ça sonne comme un nom de cow-boy. Pour la première fois depuis des mois, il eut envie de sourire. Je n'y avais jamais pensé comme ça. Le serveur arriva avec des couverts neufs, sentant la situation, apporta aussi un verre de jus. Merci, dit Sadie, surprenant Colton par sa politesse. Une fois le serveur reparti, Colton lui poussa son assiette. Sers-toi. C'est du filet mignon avec sauce au vin rouge et pommes de terre. Sadie prit la fourchette avec précaution, comme si c'était un bijou fragile, et goûta un petit morceau de viande. Ses yeux se fermèrent un instant. C'est trop bon, murmura-t-elle, avant de se rappeler quelque chose et de demander « T'es sûr de ne pas en vouloir ?» J'ai assez mangé, mentit Colton. Vas-y. Il la regarda manger avec un appétit maîtrisé. Malgré la faim évidente, elle mangeait lentement, savourant chaque bouchée, maniant les couverts correctement. Quelqu'un le lui avait appris. Bon, comment tu es arrivé jusqu'ici ? Demanda Colton, réellement curieux. Ce restaurant est au 5e étage. Sadie termina de mâcher avant de répondre. Il y a l'escalier de secours dehors. Je suis monté. C'est dangereux, fronça-t-il les sourcils. Je suis doué pour grimper, haussa-t-elle les épaules, comme si c'était un détail. Madame Patel dit que je suis comme un chat. Madame Patel ? Ma voisine. Elle s'occupait de moi parfois. Sadie prit un autre morceau de viande. Enfin, elle s'occupait. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, un ton de perte qui résonna en Colton. Tu vis près d'ici ? Sadie mâcha plus longtemps que nécessaire avant de répondre. On peut dire ça. Instinctivement, Colton comprit qu'il ne valait mieux pas insister. Il y avait des secrets, peut-être de la souffrance. Il connaissait bien ce territoire. Ces pommes de terre ont un goût différent, dit-elle en changeant de sujet et en piquant l'une des pommes de terre rôties avec sa fourchette. Ce sont des pommes de terre fondantes. On les cuit dans du bouillon, puis on les fait dorer dans du beurre. Sadie inclina la tête. Comment tu sais tout ça ? Ma femme adorait cuisiner, répondit-il, les mots franchissant ses lèvres avant qu'il ne puisse s'en empêcher. Elle n'aime plus ça ? Une question simple, une réponse compliquée. Elle n'est plus là. Sadie baissa lentement sa fourchette, ses yeux étonnamment mûrs pour son âge examinèrent Colton. Ma maman est partie aussi, dit-elle simplement. 5 mots. Un univers de compréhension partagée. Le silence qui s'installa entre eux n'était pas lourd, mais chargé de quelque chose que Colton ne savait nommer. Peut-être de la reconnaissance. Que dirais-tu d'un dessert ? Demanda-t-il, brisant le moment. Ils ont une glace à la pistache incroyable ici. Le visage de Sadie s'illumina. J'ai jamais mangé de pistache. Colton fit signe au serveur qui approcha rapidement. Pourrions-nous avoir 2 desserts à la pistache, s'il vous plaît ? Et peut-être quelque chose à emporter. Le serveur hocha la tête, jetant à Sadie un regard curieux avant de partir. À emporter ? Demanda Sadie. Je me suis dit que tu voudrais peut-être emporter quelque chose pour plus tard. Elle sourit, un sourire sincère qui éclaira tout son visage. Merci. Pendant qu'ils attendaient le dessert, Sadie leva les yeux vers la grande fenêtre à côté d'eux. La nuit était claire et on distinguait quelques étoiles malgré les lumières de la ville. Tu savais que les étoiles qu'on voit sont peut-être déjà mortes ? Demanda-t-elle soudain. Pas toutes, répondit Colton, surpris par la remarque. Certaines, oui, parce qu'elles sont si loin que leur lumière met beaucoup de temps à nous parvenir, même après qu'elles se soient éteintes. C'est ma maman qui m'a appris ça, reprit Sadie, les yeux toujours tournés vers le ciel. Elle disait que quand les gens meurent, ils deviennent des étoiles et qu'ils veillent toujours sur nous. Colton sentit un nœud se former dans sa gorge. Ta maman devait être très sage. Elle était prof, expliqua Sadie en le regardant, prof de sciences. Elle savait tout sur l'univers. Elle se mit à parler de la façon dont sa mère lui montrait les constellations dans le ciel nocturne, comment elle faisait ensemble de petites expériences dans la cuisine de leur minuscule appartement, comment sa mère lui lisait des histoires tous les soirs, même quand elle était épuisée. Colton l'écoutait, réellement intéressé. Il y avait quelque chose de captivant dans la manière dont Sadie racontait ses souvenirs avec enthousiasme, mais aussi une maturité au-delà de son âge. Le dessert arriva, interrompant le flot de souvenirs.
Les yeux de Sadie s'écarquillèrent devant l'élégant plat de glace surmonté de pistaches caramélisées et d'une fine feuille d'or. « C'est de l'or, ça ?» chuchota TL. « Comestible, confirma Colton. « Ça n'a pas vraiment de goût, c'est juste pour la déco. » Sadie goûta une cuillerée et ferma les yeux. « C'est la meilleure chose que j'ai jamais goûtée. » Pendant qu'elle savourait son dessert, Colton l'observa. Elle avait quelque chose de familier qu'il n'arrivait pas à identifier. Quelque chose dans ses gestes ou la façon dont elle fronçait les sourcils quand elle se concentrait. Elle lui rappelait quelqu'un, sans qu'il puisse dire qui. « Tu sais, fit Sadie entre deux bouchées, ma maman disait que tout arrivait pour une raison, même les mauvaises choses. » « Tu y crois ? » Parfois, dit-elle en haussant les épaules. « Comme aujourd'hui. Je n'étais pas censée être ici, mais j'avais faim et j'ai vu toute cette nourriture à travers la vitre. Et ensuite, tu m'as vu. Je suis contente que ça se soit passé comme ça, répondit Colton, surpris de réaliser qu'il le pensait vraiment. Moi aussi. Sadie hésita, tripotant sa cuillère. Papa. Le mot tomba entre eux comme une pierre dans l'eau. Des vagues d'émotions frappèrent Colton, surprise, confusion et un sentiment inexplicable d'appartenance. Sadie réalisa ce qu'elle venait de dire et rougit. Désolé, je ne voulais pas. C'est rien, l'interrompit-il doucement. Il ne savait pas pourquoi, mais il ne voulait pas qu'elle se sente mal. Ça ne me dérange pas. Elle sourit, soulagée, et retourna à sa glace. Le serveur revint avec une boîte à emporter et l'addition. Colton signa rapidement. Je dois aller aux toilettes avant de partir, dit-il. Je reviens dans une minute. Finis ta glace. Sadie hocha la tête, occupée à ne pas perdre une seule goutte de dessert. Dans les toilettes, Colton fixa son reflet. L'homme qui le regardait semblait différent de celui qui était arrivé au restaurant 2 heures plus tôt. Il avait meilleure mine et ses yeux semblaient plus vifs. Un simple repas avec l'enfant d'un inconnu, et quelque chose en lui avait bougé. De l'espoir, peut-être. Il s'aspergea le visage d'eau froide, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Il devait en apprendre plus sur Sadie, savoir où elle vivait, si quelqu'un s'occupait d'elle, si elle avait besoin d'aide. Quand il revint à la table, moins de 5 minutes plus tard, elle était vide. L'assiette de dessert était propre. La boîte à emporter avait disparu, à l'endroit où Sadie était assise, se trouvait une serviette pliée. Colton la ramassa d'une main tremblante. À l'intérieur, inscrit d'une écriture enfantine avec le crayon qu'il gardait toujours dans la poche de sa veste, il y avait un message. « J'ai fait semblant d'être ta fille. Ça a été le plus beau jour de ma vie. » Il jeta un coup d'œil vers la fenêtre, vers l'escalier de secours au-delà, dans la nuit désormais plus sombre. Sadie s'était envolée. Mais quelque chose en Colton Mercé, quelque chose qui était mort depuis 1 an, venait de se réveiller. Colton coupa le moteur et coupa le contact de la voiture. Il resta assis, les mains sur le volant, à regarder la façade de la maison à travers le pare-brise. 3 étages de briques rouges, de grandes fenêtres aux rideaux fermés et un petit jardin de devant qui avait désespérément besoin de soins. La maison qu'il avait choisie avec Margot pour fonder une famille, une maison qui résonnait désormais de vide. Il sortit de la voiture et monta les marches du perron. Le mot de Sadie brûlait dans sa poche comme une braise. Ces mots, « J'ai fait semblant d'être ta fille. Ça a été le plus beau jour de ma vie », lui revenaient sans cesse à l'esprit durant tout le trajet depuis le restaurant. En entrant, Colton ne ralluma pas la lumière. Il connaissait chaque recoin de la maison, même dans la pénombre. Il laissa ses clés sur la petite table de l'entrée et se dirigea lentement vers l'étage. Au 2e étage, il passa devant sa chambre, le bureau, la salle de bain principale et s'arrêta devant la dernière porte du couloir. La porte qu'il n'avait pas ouverte depuis exactement 1 an. Son cœur battait la chamade. Sa respiration était lourde. Colton posa son front contre le bois froid et ferma les yeux. « Ce n'est qu'une pièce », se murmura-t-il. Mais ce n'était pas qu'une pièce. C'était la sienne, la chambre de la fille qu'il n'avait jamais connue. De la petite reine Mercé, qui n'avait vécu que quelques minutes dans ce monde avant de suivre sa mère là où Margot était partie. Combien de fois était-il passé par cette porte, pendant les dernières semaines de la grossesse, trouvant Margot en train de ranger de minuscules vêtements ou de régler le mobile au-dessus du berceau? Combien de nuits avait-il passé assis par terre, à rêver de l'avenir qu'ils construiraient ensemble? Colton sortit le mot de sa poche et le relut. L'écriture maladroite d'un enfant contenait tellement de solitude, d'espoir et de désir profond qu'elle avait percé sa carapace. Dans un geste décidé, il tourna la poignée. La porte s'ouvrit dans un léger grincement, comme si la pièce elle-même était surprise d'une telle intrusion après tout ce temps. L'air à l'intérieur était vicié,
chargé de souvenirs et d'attentes figées. Colton actionna l'interrupteur. La douce lueur d'une lampe en forme de lune éclaira la chambre. Les murs étaient d'un jaune pâle, peint à la main par Margot avec de petites étoiles blanches formant de vraies constellations. « Je veux que notre fille grandisse en regardant l'univers », avait-elle dit en peignant son ventre énorme à 8 mois de grossesse. Le berceau en bois clair était toujours là, couvert d'un voile transparent que Margot avait cousu. À côté, un fauteuil à bascule avec une couverture pliée sur la coudoir. Une commode blanche contenait encore un panier de couches, de la poudre et d'autres articles jamais utilisés. Tout était exactement comme Margot l'avait laissé, comme si elle pouvait franchir la porte à tout moment, reine dans les bras, en lui souriant. Colton fit 3 pas avant que ses jambes ne le lâchent. Il se laissa tomber jusqu'à s'asseoir par terre, appuyé contre le côté du berceau. « Je ne sais pas pourquoi je suis venu ici », dit-il à la pièce vide, sa voix résonnant étrangement dans le silence. Ses yeux tombèrent sur un cadre photo posé sur la table d'angle. Une photo de lui et Margot, prise une semaine avant le terme. Elle rayonnait, une main sur son ventre, l'autre entrelacée dans la sienne. Ses cheveux châtain roux tombaient en ondulation sur ses épaules, et ses yeux verts brillaient de promesses pour l'avenir. Colton attrapa le cadre et passa ses doigts sur le visage de Margot. « J'ai rencontré une petite fille aujourd'hui, » dit-il, se sentant à la fois étrange et soulagé de s'adresser enfin à Margot. Elle a à peu près l'âge qu'on imaginait pour être la grande sœur de Reine, tu te souviens? Le silence répondit, mais Colton continua. Elle regardait par la vitre du restaurant, affamée. Je l'ai invitée à entrer. Il lâcha un petit rire. Elle m'a un peu fait penser à toi, d'une certaine manière. Elle a cette façon de regarder les choses comme si elle voyait au-delà. Colton déplia le mot encore une fois, le lissant sur son genou. Elle m'a appelé papa, Margot. Puis elle s'est enfuie. Elle a laissé ça. Il brandit le papier comme si Margot pouvait le voir. Pourquoi ça me touche autant? Comment une enfant que je ne connais même pas peut-elle rouvrir cette blessure que j'avais scellée? Une larme coula sur sa joue, suivie d'une autre, et encore une autre. Ce n'était pas le flot dévastateur des premiers mois de deuil, mais un pleur silencieux, presque apaisé. Tu me manques tous les jours, avoua-t-il d'une voix tremblante. Et Reine me manque aussi, même si je ne l'ai jamais connue. Elle me manque, tout comme le futur que nous aurions dû avoir. Dehors, le vent agitait les branches d'un arbre, projetant des ombres dansantes sur les murs étoilés. Je me suis perdu, Margot. Je croyais aller mieux, reprendre le travail et la routine, mais je ne faisais qu'exister, jusqu'à aujourd'hui. Colton se releva lentement et s'approcha de la fenêtre. Il écarta le rideau et observa la rue silencieuse en contrebas. Quelque part en ville, Sadie dormait probablement. Ou peut-être pas. Peut-être avait-elle encore faim, ou froid, ou peur. Je dois la retrouver, décida-t-il, surpris de sa propre détermination. Je ne sais pas pourquoi, mais je dois le faire. Il se tourna vers le centre de la pièce, détaillant chaque recoin avec un regard nouveau. Ce n'était plus un mausolée de rêves perdus, mais un rappel de tout l'amour qui avait un jour existé ici, et de tout celui qui existait encore, caché sous des couches de douleur. Qu'est-ce que tu dirais, Margot? Tu me dirais de suivre ce sentiment fou, ce pressentiment que je dois retrouver cette gamine, n'est-ce pas? Il pouvait presque entendre sa réponse, ce ton légèrement moqueur qu'elle prenait quand il était trop prudent. Depuis quand as-tu besoin de ma permission pour faire ce qu'il faut, Colton Mercer? Un léger sourire, le premier sincère depuis longtemps, effleura ses lèvres. Oui, tu dirais exactement ça. Il plia soigneusement le mot et le glissa dans sa poche. Il allait sortir de la pièce, mais pas en la verrouillant, pas avec une clé, pas pour toujours. Avant de partir, Colton jeta un dernier regard au berceau vide, aux murs étoilés, à la photo de lui et Margot. Je vais la retrouver, promit-il. Je ne sais pas ce que je ferai ensuite, mais je vais la retrouver. Et pour la première fois depuis 1 an, lorsque Colton Mercer quitta la chambre de sa fille, il emporta plus que de la tristesse. Il emportait aussi une étincelle d'espoir fragile, mais incontestable. Le lendemain matin, Colton se réveilla avant son réveil. Pour la première fois depuis des mois, il ne ressentit pas cette réticence habituelle à sortir de son lit. Au contraire, il se leva avec un sentiment de détermination, prit une douche rapide et s'habilla de vêtements plus décontractés qu'à son habitude d'exécutif. Le bureau pouvait attendre. Aujourd'hui, il avait une autre mission. En préparant un café fort, Colton fit mentalement le plan de sa journée. Il commencerait par le restaurant où il avait rencontré Sadie, demanderait au personnel, puis élargirait ses recherches aux rues alentours. Quelqu'un devait la connaître, quelqu'un devait savoir où la trouver.
Il reprit le mot qu'il avait laissé la veille au soir sur la table de la cuisine, « J'ai fait semblant d'être ta fille. Ça a été le plus beau jour de ma vie. » Ces mots éveillaient toujours en lui un élan profond. Il le rangea soigneusement dans son portefeuille. En route vers la voiture, il sortit son téléphone et appela sa secrétaire. « Janet, c'est Colton. Je ne viens pas au bureau aujourd'hui. Annule mes réunions. » Il fit une pause. « En fait, tu peux libérer mon agenda pour le reste de la semaine ? J'ai quelque chose de personnel à régler. » Janet, toujours efficace, ne posa aucune question. Elle se contenta de confirmer qu'elle s'occuperait de tout et lui souhaita une bonne journée. En 5 ans de collaboration, c'était la première fois que Colton prenait des jours de congé imprévus. Mais quelque chose en lui avait changé, comme une porte qui s'ouvrait après avoir été murée pendant des années. Le ciel était fermé quand Colton arriva, mais quelques employés étaient déjà à l'intérieur pour préparer le service du midi. Il frappa à la porte vitrée jusqu'à ce qu'un jeune serveur le remarque. « Désolé, monsieur, nous n'ouvrons qu'à midi. » Le jeune homme entr'ouvrit la porte pour s'adresser à lui. « Je sais, excusez-moi de vous déranger. » Colton sortit le mot de son portefeuille. « Je suis venu hier soir, avec une petite fille d'environ 8 ans, cheveux bruns. Vous l'avez vue ?» Le serveur fronça les sourcils, réfléchissant. « Ah oui, la gamine qui est entrée par la fenêtre et qui a fait une histoire avec le maître d'hôtel ? C'est ça. Vous la connaissez ? Non, monsieur, désolé. Je ne l'avais jamais vue avant hier soir. » Colton hocha la tête, déçu mais pas surpris. « Puis-je parler au maître d'hôtel, alors ? Il arrivera à 11 heures. Je repasserai plus tard. Merci. » En sortant du restaurant, Colton commença à arpenter les rues voisines. C'était un quartier commercial, plein de bâtiments de bureaux, de restaurants chics et de quelques grands magasins. Pas le genre d'endroit où l'on s'attend à croiser une enfant seule, à moins qu'elle n'y soit contrainte. Il entra dans chaque établissement, montrant le mot et décrivant Sadie. Il récolta des regards perplexes, certains compatissants, d'autres sceptiques. Personne ne la connaissait. Personne ne l'avait vue traîner dans les parages. En fin de matinée, Colton retourna à Luciel. Le maître d'hôtel le reconnut aussitôt. « Monsieur Mercé, comment puis-je vous aider ? Nous n'avons pas reçu de réservation à votre nom pour aujourd'hui. Je ne suis pas là pour manger. Je cherche la fillette qui était avec moi hier soir. » L'homme rajusta son nœud papillon, visiblement mal à l'aise. « Ah oui, situation plutôt inhabituelle. Vous ne l'avez jamais vue avant, peut-être qu'elle traîne dans le coin ? Non, jamais. Et croyez-moi, monsieur Mercé, je l'aurais remarqué. Nous avons une clientèle très sélecte. » Le ton un peu snob irrita Colton. « Elle est montée par l'escalier de secours. Peut-être qu'elle l'a déjà fait ? » Le maître d'hôtel pinça les lèvres. « J'en doute. Après l'incident d'hier, j'ai vérifié auprès de la sécurité. La porte de secours était restée ouverte par erreur. On a déjà corrigé ça. » Colton le remercia et repartit, se sentant plus perdu que jamais. L'espace d'un instant, il envisagea d'abandonner. Après tout, que faisait-il ? Chercher une aiguille dans une botte de foin, une fillette qu'il avait croisée par hasard et qui n'était peut-être même plus dans le secteur. Mais il se rappela son regard, la façon dont elle l'avait appelé papa, le mot. Non. Il ne pouvait pas renoncer. Au 3e jour de recherche, la détermination de Colton commençait à attirer l'attention. Les vendeurs de rue, les portiers des immeubles, les chauffeurs de taxi, tous le reconnaissaient et lui faisaient signe quand il approchait. « Vous cherchez toujours votre petite ? » demandait un homme qui vendait des hot-dogs à un coin de rue animé. « Je la cherche, oui. » Le vendeur souriait avec compassion. « J'espère que vous la trouverez, mon gars. Je garde l'œil ouvert. » Ce soir-là, en rentrant chez lui, épuisé et abattu, Colton se laissa envahir par les doutes. Et si jamais il la retrouvait, après ? Elle avait sans doute de la famille, quelqu'un pour veiller sur elle. Il ne pouvait pas la ramener chez lui comme un chiot perdu. Alors pourquoi avait-elle écrit que se faire passer pour sa fille, même si c'était un mensonge, avait été le plus beau jour de sa vie ? Pourquoi avait-elle fui ensuite ? Les questions sans réponse tournoyaient dans sa tête, troublant son sommeil. Le 5e jour, un vendredi, l'aube se leva sous un ciel chargé de nuages sombres. Les prévisions annonçaient un violent orage pour l'après-midi. Colton hésita en regardant la fenêtre, puis attrapa un parapluie et partit. Aujourd'hui, il élargirait son périmètre de recherche. Il prendrait la voiture et sillonnerait les quartiers voisins. Peut-être que Sadie ne vivait pas tout près du restaurant, peut-être errait-elle là-bas seulement parce que c'était plus facile de trouver de la nourriture.
Il passa la matinée à rouler lentement dans les rues, s'arrêtant dans les parcs, les écoles, les centres d'accueil. Il montrait le mot, décrivait Sadie. Certains l'écoutaient avec bienveillance, d'autres étaient trop pressés pour prêter attention. Dans un refuge pour sans-abri, une travailleuse sociale l'écouta avec intérêt. Si cet enfant est vraiment à la rue, Monsieur Mercé, elle a besoin d'aide professionnelle, dit-elle avec gentillesse et fermeté. Pourquoi ne pas me laisser vos coordonnées? Si quelqu'un correspondant à sa description se présente, je vous appelle tout de suite. Colton la remercia et lui laissa sa carte, mais repartit avec un sentiment de vide. L'idée que Sadie se retrouve dans les rouages d'un système bureaucratique, seule, en proie au froid et à la peur, le hantait. Vers 16 heures, la pluie commença. D'abord quelques gouttes éparses, puis un déluge continu. Colton persista sous son parapluie, peu protégé des rafales de vent qui le trempaient malgré tout. Les passants couraient s'abriter, les phares des voitures s'allumaient, et des flaques se formaient sur les trottoirs inégaux. Le désespoir lui pesait comme la pluie. C'est alors qu'en passant devant une ruelle étroite entre deux vieux bâtiments, Colton entendit quelque chose, une douce mélodie presque couverte par le martèlement des gouttes sur l'asphalte. « Brille, brille, petite étoile, je me demande bien ce que tu es. » Il s'arrêta, le cœur battant à tout rompre. Cette voix d'enfant continuait à chanter, tremblante mais douce. La berceuse que Margot fredonnait en arrangeant la chambre du bébé. Colton ferma son parapluie et s'engagea dans la ruelle. Étroite et sombre, elle servait de décharge au restaurant voisin, avec de gros bacs à ordures alignés qui créaient de petites zones d'ombre. La voix venait de derrière le dernier container. Tout en haut au firmament, comme un diamant dans le vent. Il avança, prudemment, pour ne pas effrayer la chanteuse. Et il la vit, recroquevillée dans un petit renfoncement entre la benne et le mur, protégée de la pluie par un morceau de carton plié. Sadie était là, les genoux serrés contre sa poitrine, ses cheveux mouillés collés sur son visage. Elle chantait tout bas, comme si la chanson formait un bouclier contre le froid et la peur. Colton sentit sa poitrine se serrer. Sadie? Elle cessa immédiatement de chanter, ses yeux s'agrandirent en le reconnaissant, mélange de crainte et de stupeur. Monsieur Colton? Oui, c'est moi. Il s'accroupit, gardant une certaine distance pour ne pas l'inquiéter. Je te cherchais partout. Sadie cligna des yeux, désemparée. Pourquoi? La question, simple, déstabilisa Colton. Effectivement, pourquoi? Que pouvait-il dire à une enfant qu'il connaissait à peine, rencontrée par hasard? Il choisit la vérité. À cause de ton mot, dit-il en sortant le papier de son portefeuille. Un peu froissé et mouillé maintenant, mais toujours lisible. Je n'arrive pas à l'oublier. Ni toi. Sadie baissa les yeux, gênée. Désolé, j'aurais pas dû écrire ça. Non, ne t'excuse pas. Colton chercha ses mots. C'était important pour moi. Le silence s'installa, seulement ponctué par la pluie qui tombait. Sadie grelottait, ses vêtements minces trempés. Tu es gelé, constata Colton. Depuis quand es-tu là? Elle haussa les épaules, un geste qui semblait porter bien plus de poids que ne le devrait une enfant. Quelques nuits. Depuis que Madame Patel est à l'hôpital. Ta tutrice est à l'hôpital? Sadie secoua la tête. C'était pas vraiment une tutrice. Elle me laissait dormir dans le couloir de son immeuble, des fois. Quand les gens s'en rendaient compte, ils me jetaient dehors, mais elle me disait de revenir la nuit suivante. Et tes parents? Demanda doucement Colton. Les yeux de Sadie se remplirent de larmes. Papa est parti il y a longtemps. Maman? Sa voix s'étrangla. Maman est tombée très malade, puis elle est partie. Chaque mot était comme un coup de poing dans le ventre de Colton. Quand? Il y a 3 semaines. Sadie essuya ses larmes d'un revers de manche mouillé, en vain. On est resté dans notre appartement jusqu'à ce que le propriétaire jette nos affaires. J'ai pu sauver quelques vêtements et le livre préféré de ma mère. Colton s'approcha un peu plus, relevant le parapluie qu'il avait rouvert pour la couvrir. Et personne d'autre? Pas de famille? Pas quelqu'un pour s'occuper de toi? On n'avait que nous, répondit Sadie d'une voix cassée. Maman disait toujours qu'on avait besoin de personne. Quelque chose dans sa façon de parler, si adulte et si vulnérable, déchira le cœur de Colton. Moi aussi, j'ai perdu quelqu'un, dit-il presque malgré lui. Ma femme, Margot, et ma fille. Les yeux de Sadie s'écarquillèrent. Tu avais une fille? Elle n'a pas vraiment vécu. Elle est née, mais... Les mots se bloquèrent dans sa gorge. Elle et Margot sont mortes à l'accouchement, il y a 1 an. C'est pour ça que tu avais l'air si triste au restaurant? Demanda Sadie, de son honnêteté désarmante. Oui, admit-il. C'est pour ça.
Sadie l'observa un long moment, puis, à la surprise de Colton, posa sa petite main sur son bras. « Je suis désolée pour ta femme et ta fille, dit-elle avec la sincérité unique aux enfants. Maman disait que la tristesse, ça rétrécit quand on la partage. » Colton ne sut pas quoi répondre. À la place, il demanda. « Sadie, tu n'as nulle part où aller pour l'instant ?» Elle secoua la tête. « Et si ?» Colton prit une profonde inspiration, conscient que ce qu'il allait dire changerait tout. « Et si tu venais avec moi ? J'ai une grande maison. Tu pourrais y rester le temps qu'on voit quoi faire. » Sadie fronça les sourcils, méfiante. « Pourquoi ? Tu ne me connais même pas. Parce que tu as besoin d'aide. Et parce que… » Colton hésita, puis choisit à nouveau la sincérité. « Depuis que je t'ai rencontré, depuis que j'ai lu ton mot, quelque chose a changé en moi. J'ai senti que je devais te retrouver. Comme dans le livre de maman, murmura Sadie. « Quel livre ? La fille des étoiles. » Le personnage principal perd quelqu'un qu'elle aime beaucoup, et ensuite elle trouve une étoile qui est tombée du ciel, et ça change tout. Colton eut un léger sourire. « Je suppose que oui. Comme dans le livre. » La pluie redoubla d'intensité. Sadie leva les yeux vers le ciel sombre, puis vers Colton, une décision se formant dans son regard. « Tu promets de ne plus jamais me laisser seul ?» La question, chargée de peur et d'espoir, frappa Colton comme la foudre. Il ne pouvait pas mentir. Il ignorait ce que l'avenir réservait, quelles complications pourraient survenir. Il y avait des lois, des procédures, toute une bureaucratie qu'il ne comprenait pas. Mais il savait avec une certitude qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps qu'il n'abandonnerait pas cet enfant. « Je promets, dit-il fermement. Je ne te laisserai pas seul. » Sadie hésita un instant de plus, puis sortit un sac à dos usé, dissimulé sous le carton, et se releva. « D'accord. Je viens avec toi. » Colton lui tendit la main. Après une brève hésitation, Sadie la saisit. Ensemble, ils quittèrent la ruelle, protégés par le parapluie tandis que la pluie continuait de tomber autour d'eux. Deux inconnus liés par le deuil, marchant vers quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait encore nommer, mais qui, pour la première fois depuis longtemps, ressemblait à de l'espoir. « On est arrivé », annonça Colton en garant la voiture devant la maison de briques rouges. Sadie observa par la fenêtre, les yeux écarquillés devant le bâtiment de 3 étages. La pluie n'était plus qu'un léger crachin, et la maison semblait émerger de la brume comme un château de conte de fées. « Tu vis ici tout seul ?» demanda-t-elle sans détourner le regard de la façade. « Oui », Colton coupa le moteur. « C'est vraiment trop grand pour une seule personne. » Sadie serra son vieux sac à dos contre sa poitrine. À l'intérieur se trouvait tout ce qui lui restait de sa vie d'avant, quelques vêtements, le livre préféré de sa mère, une boîte à musique cassée et une photo d'elle deux dans un parc. « On y va ? Tu dois te mettre au sec. » Elle hocha la tête mais ne bougea pas, comme si quelque chose la retenait dans la voiture. « Ça va aller », la rassura Colton, remarquant son hésitation. « Tu peux changer d'avis à tout moment. »« Ce n'est pas ça », murmura Sadie. « C'est juste, et si je ne sais pas comment me comporter ? C'est une maison si chic. » Colton sourit. « Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de se comporter. Ce n'est qu'une maison. Mais c'est ta maison. Et maintenant c'est la tienne aussi longtemps que tu en auras besoin. » Ces mots semblèrent donner à Sadie le courage qui lui manquait. Elle détacha sa ceinture et ouvrit la portière. Colton attrapa le parapluie et la guida jusqu'à l'entrée. La maison était sombre et silencieuse lorsqu'ils entrèrent. Il alluma les lumières du couloir, révélant un espace spacieux au sol en bois ciré et un escalier menant aux étages supérieurs. Des tableaux encadrés ornaient les murs, principalement des paysages au ton doux. « Waouh !» murmura Sadie, debout dans l'entrée, craignant d'avancer et de mouiller le sol impeccable. « Entre », l'encouragea Colton en fermant la porte. « D'abord, allons te chercher des vêtements secs. » Sadie le suivit en silence, le regard parcourant chaque détail. La maison était propre et rangée, mais il s'en dégageait quelque chose de froid, comme si elle manquait de vie. Aucun portrait de famille, rien qui dépasse. « Attends là », dit Colton en désignant le canapé du salon. « Je vais chercher une serviette et voir si je trouve de quoi t'habiller. » Pendant qu'il montait à l'étage, Sadie resta debout, hésitant toujours à s'asseoir et mouiller le meuble. Elle jeta un coup d'œil curieux autour d'elle. Le salon était vaste, avec de hautes fenêtres garnies de lourds rideaux. Un grand canapé en cuir marron faisait face à une cheminée qui semblait inutilisée. Des étagères remplies de livres et une table basse avec des magazines soigneusement empilés complétaient la pièce, mais rien n'indiquait qu'on y vivait vraiment. On aurait dit un décor de film plutôt qu'un vrai foyer.
Colton revint quelques minutes plus tard, portant une serviette moelleuse et ce qui semblait être un sweatshirt gris. « Tiens, dit-il en lui tendant la serviette. La salle de bain d'Amy est juste là. Tu peux te sécher et te changer. Je sais que ça va être trop grand pour toi, mais ce n'est que provisoire. » Sadie prit la serviette et le sweatshirt, réalisant qu'il s'agissait en fait d'un de ses vieux t-shirts. « Merci. » La salle de bain d'Amy était plus grande que toute la salle de bain de l'appartement qu'elle partageait avec sa mère. Elle avait des carreaux blancs étincelants, un évier en marbre et des produits de toilette encore scellés, comme si personne ne s'en servait. Sadie se sécha et enfila le t-shirt de Colton, qui lui arrivait presque aux genoux. Elle plia ses vêtements mouillés du mieux qu'elle put et les rangea dans son sac. Lorsqu'elle sortit de la salle de bain, elle sentit l'odeur du chocolat chaud qui venait de la cuisine. Elle s'y dirigea pieds nus, sentant la froideur du sol sous ses pas. La cuisine était encore plus impressionnante que le reste de la maison, spacieuse, avec des placards blancs, des plans de travail en marbre et des appareils électroménagers qui semblaient neufs. Colton était dos à elle, en train de remuer quelque chose dans une casserole sur la cuisinière. « Tu aimes le chocolat chaud ?» demanda-t-il sans se retourner. « Oui », répondit-elle en grimpant sur un des tabourets au autour de l'îlot. « Ma femme y mettait de la cannelle et une pincée de piment », poursuivit Colton en remuant. Elle disait que c'était la recette de sa grand-mère. « Ma mère mettait parfois des marshmallows dans le mien », commenta Sadie. « Quand on en avait. » Colton hocha la tête, comprenant ce qu'elle ne disait pas. Il resta silencieux un instant, se contentant de mélanger le chocolat. Puis, comme s'il prenait une décision, il ouvrit un placard au-dessus du frigo et en sortit une boîte. « Coup de chance », dit-il avec un petit sourire en lui montrant un paquet de marshmallows. « Ils sont peut-être un peu vieux, mais ça ira. » Il posa 2 mugs sur le comptoir et y versa le chocolat fumant. Il laissa tomber quelques marshmallows dans la tasse de Sadie et la fit glisser vers elle. « Attention, c'est chaud. » Sadie entoura le mug de ses 2 mains, sentant la chaleur se diffuser dans ses doigts encore glacés. L'arôme sucré et réconfortant lui rappelait ses soirées d'hiver avec sa mère, lorsqu'elle s'emmitouflait sous leur seule bonne couverture, partageant une tasse de chocolat chaud tout en lisant ensemble. « C'est bon », dit-elle après une gorgée prudente. Ils burent en silence pendant quelques minutes. Ce n'était pas vraiment gênant, mais il y avait dans l'air toutes ces questions qu'aucun des deux n'osait poser. « Tu as faim ?» demanda finalement Colton. Sadie secoua la tête. « Pas vraiment. »« Tu es sûr ? Je peux te faire un sandwich, ou ? » ?»« Le chocolat chaud suffit, merci. » Nouveau silence. Colton jeta un coup d'œil à l'horloge murale. Il était presque 21 heures. « Je suppose qu'il faut qu'on décide où tu vas dormir, » dit-il, semblant un peu mal à l'aise. « J'ai plusieurs chambres d'amis, mais aucune n'est vraiment prête. Il nous faudrait des draps propres, des oreillers. »« Je peux dormir sur le canapé, » proposa aussitôt Sadie. « Ça ne me dérange pas. » Colton fronça les sourcils, visiblement mécontent de cette idée. « Non, pas le canapé. Il y a un fauteuil confortable dans le couloir, près de ma chambre. Il s'incline presque comme un lit. On peut l'utiliser pour ce soir, et demain on te préparera une vraie chambre. » Sadie acquiesça, soulagée de ne pas être seule dans une pièce inconnue. « Le fauteuil, ça me va. » Ils terminèrent leur chocolat chaud dans un silence plus léger. Colton lava les mugs tandis que Sadie l'observait, remarqua à quel point il semblait mal à l'aise dans sa propre cuisine, comme s'il ne s'en servait presque jamais. « Allons-y, » dit-il en s'essuyant les mains. « Je vais te montrer où est le fauteuil et te chercher une couverture. » Ils montèrent l'escalier ensemble, Sadie tenant son sac comme un bouclier. Le couloir du 2e étage était large, avec plusieurs portes alignées. « Ma chambre est celle-ci », indiqua Colton en pointant la dernière porte à droite. « Et voici le fauteuil. » Au bout du couloir, près de sa chambre mais pas juste en face, se trouvait un grand fauteuil inclinable en cuir sombre. Il avait l'air confortable, avec de larges accoudoirs et un repose-pied qui se déployait lorsqu'on le basculait. « Je pense que ça ira », dit Sadie, ses épaules se détendant un peu. Colton ouvrit un placard encastré dans le mur du couloir et attrapa une couverture moelleuse ainsi qu'un oreiller. Il les installa sur le fauteuil, s'efforçant de le rendre le plus douillet possible. « La salle de bain est juste là », désigna-t-il une porte à côté de sa chambre. « Tu trouveras une brosse à dents neuve dans le tiroir et des serviettes propres dans l'armoire. Si tu as besoin de quelque chose pendant la nuit, appelle-moi. » Sadie hocha la tête et s'assit sur le bord du fauteuil. Elle avait l'air petite et vulnérable dans cet espace grand et inconnu. « Merci », dit-elle si doucement que Colton l'entendit à peine. Il hésita, manifestement incertain de la suite à donner.
Une partie de lui avait envie de la réconforter, de lui dire que tout irait bien. L'autre était terrifié par la responsabilité qu'il venait de prendre. « Bonne nuit, Sadie », finit-il par dire. « Dors bien. »« Bonne nuit, Colton. » Il esquissa un petit sourire et entra dans sa chambre, laissant la porte entr'ouverte, peut-être pour que Sadie ne se sente pas complètement seule, ou pour qu'il puisse l'entendre si elle avait besoin de lui. Sadie attendit quelques minutes avant de s'installer dans le fauteuil. Elle ouvrit son sac et en sortit le livre de sa mère, qu'elle plaça sous son oreiller. Puis elle sortit une petite photo froissée et la serra contre sa poitrine. « Bonne nuit, maman », chuchota-t-elle à la photo. « J'ai trouvé un endroit où rester. » Colton se réveilla en sursaut au milieu de la nuit. Pendant un instant, il fut désorienté, sans savoir ce qu'il avait tiré du sommeil. Puis il l'entendit, un léger sanglot qui venait du couloir. Il se leva et alla jusqu'à la porte. Dans le corridor faiblement éclairé par une lampe murale, il distingua Sadie recroquevillée sur le fauteuil, les genoux serrés contre elle. Elle ne pleurait pas fort, mais son corps était secoué de sanglots étouffés. « Sadie », l'appela-t-il doucement pour ne pas l'effrayer. Elle leva la tête, essuyant rapidement ses larmes du revers de la manche trop grande. « Désolé, je ne voulais pas faire de bruit. »« Ce n'est rien. » Colton s'approcha et s'assit sur l'accoudoir du fauteuil. « Un cauchemar ?» Sadie secoua la tête. « Juste des souvenirs. » Colton comprit. Il connaissait ces nuits où les souvenirs devenaient plus aigus, plus douloureux, celles où il se réveillait en cherchant Margot à ses côtés pour ne trouver que le vide. « Tu veux un verre d'eau ? Un peu de chocolat chaud ? » « Non merci. » Elle hésita, puis demanda, « Je peux te poser une question ? » ?»« Bien sûr. » « Pourquoi tu as une chambre de bébé si ta fille ?» Elle ne put terminer sa phrase, se rendant compte trop tard que ça pouvait être blessant. Mais Colton ne sembla pas offensé. On l'avait préparé avant sa naissance. Après Margot et Reine, après leur disparition, je n'ai pas eu la force de la changer. Je ne pouvais même pas y rester longtemps. Reine, c'était son nom ? Oui. Renaïs Mercé. C'est joli, dit sincèrement Sadie. Comme un oiseau. Exactement. Colton esquissa un léger sourire. Margot adorait observer les oiseaux. Elle disait qu'ils étaient libres d'une façon dont les humains ne pouvaient que rêver. Ils restèrent silencieux quelques instants, un silence partagé plutôt que tendu, comme s'ils pensaient tous deux à des êtres disparus. « Je pense que tu as besoin d'une vraie chambre », déclara soudainement Colton. « Tu ne peux pas continuer à dormir dans un fauteuil. »« Ça ne me dérange pas, je te jure. »« Moi, ça me dérange. » Il avait l'air résolu. « Demain, on arrange une pièce pour toi. Peut-être, on pourrait utiliser la chambre de Reine. » Les yeux de Sadie s'agrandirent. « Tu es sûr ? Je ne veux pas prendre sa place. »« Tu ne prendrais pas sa place, » répondit doucement Colton. « Je crois qu'il est temps que cette chambre accueille enfin un enfant, comme elle aurait dû. » Le lendemain matin, après un petit déjeuner simple, Colton reconnut qu'il n'était pas très doué en cuisine. Ils ouvrirent la porte de la pièce restée fermée si longtemps. La lumière du matin traversait les rideaux fins, illuminant les murs jaunes parsemés d'étoiles peintes à la main. « Waouh !» murmura Sadie en levant les yeux. « On dirait vraiment le ciel. » « C'est Margot qui a peint chaque constellation à sa place, » expliqua Colton, sentant une douleur familière, mais moins vive. Elle voulait que le bébé grandisse en connaissant les étoiles. Sadie parcourut la pièce, effleurant le berceau, la commode, les jouets inutilisés. « On peut tout changer, » dit Colton en l'observant. « La couleur des murs, les meubles. »« J'aime bien les étoiles, » s'empressa de dire Sadie. « On peut les garder ?» Colton sourit. « Bien sûr, on garde les étoiles. » Au fil des jours suivants, ils travaillèrent ensemble à transformer la pièce. Colton démonta le berceau et le remplaça par un lit, une place qu'il avait trouvée au grenier. Ils achetèrent de nouveaux draps, Sadie choisit un motif avec des planètes et une lampe en forme de lune. Sadie insista pour aider à peindre, et Colton n'eut pas le cœur de refuser. Les murs restèrent jaunes, mais dans une teinte plus vive, qu'elle avait choisie. Les étoiles furent soigneusement préservées, bien que certaines nécessitassent une petite retouche. « Regarde ce que j'ai trouvé », s'exclama Colton un après-midi en rangeant l'armoire. Il tenait un petit ours en peluche vêtu d'une grenouillère bleue. C'était censé être le premier jouet de Reine. Sadie prit l'ours avec précaution, comme s'il était fragile. « Elle est trop mignonne. Tu peux la garder si tu veux. » Sadie regarda Colton, incertaine. « Tu es sûr ? » « Absolument. » Elle observa l'ourson un moment,
ses doigts caressant le tissu doux. Puis, presque timidement, elle demanda « Est-ce que je peux l'appeler petite Margot ?» Colton sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine, mais ce n'était pas de la douleur. C'était plus léger, comme un soulagement, comme si un fardeau était enfin partagé. « Je pense que Margot aurait adoré ça, » répondit-il en souriant. Ce soir-là, quand Sadie dormit pour la première fois dans son nouveau lit, serrant petite Margot contre elle, Colton resta un instant sur le pas de la porte à l'observer. La pièce qui, pendant si longtemps, n'avait été que synonyme de perte, offrait désormais une nouvelle chance. Le passé faisait encore mal et ferait toujours mal, mais il y avait désormais de la place pour le présent. Et pour la première fois depuis très longtemps, Colton se surprit à penser que, peut-être juste peut-être, l'avenir pouvait être quelque chose qu'on attend avec impatience plutôt qu'avec crainte. Les jours retrouvèrent des couleurs dans la maison de briques rouges. Les matins n'étaient plus ces moments où Colton se levait à contre-cœur, avalait un café noir et partait pour de longues heures de travail. Maintenant, on y trouvait des flocons d'avoine aux fruits, des débats sur la meilleure marque de céréales et des discussions sur les projets du jour. À la 3e semaine du séjour de Sadie, une routine commença à se mettre en place. Rien d'officiel ou de planifié, juste quelque chose qui se faisait naturellement, comme l'eau qui suit son cours. Le matin, Colton se levait le premier. Il préparait le petit déjeuner pendant que Sadie dormait encore. Au début, il ne faisait que des toasts, mais bientôt il se risqua à des recettes de crêpes et de gaufres trouvées en ligne. Elles n'étaient pas parfaites, souvent biscornues ou collées à la poêle, mais Sadie affirmait toujours qu'elles étaient délicieuses. « Je n'ai jamais mangé de crêpe aussi originale », remarqua-t-elle un matin en tenant une crêpe qui ressemblait à la carte d'un pays inconnu. « C'est de l'art culinaire », répliqua Colton avec un sérieux forcé, la faisant éclater de rire. Après le petit déjeuner, Colton emmenait Sadie à la bibliothèque municipale, où elle passait quelques heures à lire tandis qu'il travaillait sur son ordinateur à une table voisine. Il avait drastiquement réduit ses heures de bureau, n'y allant que pour les réunions indispensables. Le reste de son travail, il le faisait à distance, gardant Sadie près de lui. Ce n'était pas une solution définitive, mais ça convenait pour l'instant. « Tu ne vas pas avoir de problème à manquer le travail ?» demanda Sadie un jour en le voyant fermer l'ordinateur plus tôt que prévu. « J'ai la chance d'être le patron », répondit-il avec un demi-sourire. Et puis, je travaillais trop. Ce n'était pas vraiment vivre. Les après-midi variaient. Parfois, ils faisaient des courses ensemble. Colton se rendit compte qu'il ne savait rien sur les vêtements pour enfants, et Sadie le guidait patiemment dans les magasins. D'autres fois, ils visitaient des musées, des parcs, ou restaient simplement à la maison quand il pleuvait. C'est pendant l'un de ces après-midi pluvieux que naquit leur rituel du vendredi. « Tu sais faire de la mousse au chocolat ?» demanda Sadie en feuilletant un vieux livre de recettes trouvé dans la cuisine. Colton jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Jamais essayé. »« Pourquoi ?»« Ma mère en faisait tous les vendredis. » Sadie passa un doigt sur la recette. C'était notre façon de fêter la fin de la semaine, même si la semaine n'avait pas été géniale. Ce soir-là, ils tentèrent de faire leur première mousse ensemble. Ce fut un désastre. Colton battit les blancs de trop longtemps jusqu'à ce qu'ils soient secs, et ils oublièrent de beurrer le moule avant d'y verser la préparation, mais le goût y était. Et quand Sadie ferma les yeux après la première cuillerée, Colton vit sur son visage un sourire mêlant souvenir et présent. Après cela, le vendredi devint officiellement le jour de la mousse. Leurs séances de dessin commencèrent un peu par hasard. Colton dénicha une boîte de crayons de couleur dans son bureau et les donna à Sadie, avec un bloc à dessin qu'il n'utilisait pas. Sans grande attente, il s'installa à côté d'elle avec son propre carnet, plus pour la compagnie qu'autre chose. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda Sadie en jetant un coup d'œil à sa feuille. « Rien de spécial, juste des gribouillages. »« On dirait un chien. » Colton examina son gribouillis abstrait et fronça les sourcils. « Un chien ? » ?»« Oui, regarde. » Sadie montra du doigt. « Là, ce sont les oreilles, et là, on dirait le museau. » Il pencha la tête pour tenter de voir ce qu'elle voyait. « Je pense que tu as beaucoup d'imagination. »« On peut avoir un chien ?» demanda-t-elle soudain. La question le prit au dépourvu. C'était la première fois que Sadie demandait quelque chose pour elle-même. « Tu aimes les chiens ? » « J'ai toujours voulu en avoir un. » Elle baissa les yeux vers son dessin. « Maman disait que notre appartement était trop petit. » Colton réfléchit un instant. « Finissons nos dessins aujourd'hui. Ensuite, on pourra parler de prendre peut-être un chien. » Elle hocha la tête, mais son enthousiasme se manifesta déjà dans ses coups de crayon. Lorsqu'ils eurent terminé, Sadie demanda à accrocher leurs dessins sur le réfrigérateur.
C'était un geste si simple et normal. Pourtant Colton se rappela qu'il y a à peine un mois, son frigo était une surface vide et froide. Les séances Histoire du dimanche commencèrent le 3e week-end. Après le déjeuner, Colton trouva Sadie absorbée par un livre, assise dans un fauteuil du salon. « Qu'est-ce que tu lis » demanda-t-il. « La fille des étoiles. » Sadie lui montra la couverture usée. C'était le livre préféré de ma mère. Colton s'assit sur l'accoudoir du fauteuil. « Ça parle de quoi » ? D'une fille qui perd sa famille, mais qui trouve une étoile tombée du ciel. L'étoile ne peut pas rentrer chez elle, alors elles s'occupent l'une de l'autre. Le parallèle n'échappa pas à Colton. « Ça a l'air bien. Tu veux m'en lire un morceau » proposa Sadie, la voix hésitante. « Avec plaisir. » C'est ainsi que débuta la lecture dominicale. Parfois, Sadie lisait à Colton. Parfois, c'était l'inverse. Bientôt, ils étendirent cette habitude à un rituel du soir, pas seulement le dimanche. Les nuits apportaient leur lot de difficultés. Tous deux faisaient des cauchemars. Il arrivait que Sadie se réveille en hurlant pour sa mère, désorientée et effrayée. Les premiers soirs, Colton accourait dans sa chambre, sans trop savoir quoi faire, se contentant de lui tenir la main jusqu'à ce qu'elle se rendorme. « Désolée de t'avoir réveillée » murmura-t-elle un soir, encore tremblante après un cauchemar particulièrement violent. « Ne t'en fais pas » répondit-il en remontant la couverture autour d'elle. « Moi aussi, je fais des cauchemars. »« À propos de quoi ?» Colton hésita, mais choisit d'être franc. « Du jour où j'ai perdu Margot et Ren. De ne pas avoir pu les sauver. » Sadie tendit sa petite main et saisit la sienne. « Ce n'est pas ta faute. » « Je le sais » là, il se tapota la tempe. Mais ici, il posa sa main sur sa poitrine, c'est plus difficile à admettre. Ma mère disait, le cœur est le dernier à comprendre. Colton sourit. Ta mère était une femme sage. Après cette nuit-là, chaque fois que l'un d'eux faisait un cauchemar, l'autre était là. Quand Colton se réveillait en sueur en appelant Margot, il trouvait Sadie sur le pas de sa porte, serrant petite Margot contre elle. Elle ne disait rien, se contentait d'entrer et de s'asseoir au bord du lit jusqu'à ce que sa respiration redevienne calme. Un dimanche pluvieux, il regardait un film dans le salon quand Sadie se mit à s'agiter, passant sans cesse la main dans ses cheveux. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda Colton. « Mes cheveux sont en pagaille. Je n'arrive pas à les coiffer toute seule. Tu veux que j'essaie » Elle le dévisagea, dubitative. « Tu sais coiffer les cheveux d'une fille » ? « Non, admit-il. Mais je peux apprendre. » Cet après-midi-là, Colton regarda 3 tutoriels sur YouTube avant de faire sa première tentative de tresse. Le résultat fut catastrophique, des mèches partout, totalement inégales. « On dirait un nid d'oiseau », constata Sadie devant le miroir, mais elle souriait. « C'est en forgeant qu'on devient forgeron », dit Colton avec détermination. « Demain, je ferai mieux. » Et c'est ce qu'il fit. Chaque jour, un petit peu mieux. En 2 semaines, il sut faire une tresse française correcte, et à la fin du mois, il tentait des coiffures plus élaborées. La maison, qui n'était autrefois qu'un lieu où Colton dormait et rangeait ses affaires, se mit à ressembler à un véritable foyer. Il y avait des magnets sur le frigo pour accrocher leurs dessins, des chaussures de différentes tailles dans l'entrée, un calendrier dans la cuisine où il notait les activités, jour de la mousse, après-midi au parc, soirée film. Un soir, alors que Colton tressait les cheveux de Sadie avant le coucher, elle dit soudain « Je crois que ma mère serait contente que je sois ici. » Les doigts de Colton s'immobilisèrent un instant. « Vraiment ? » ?»« Oui. » Sadie tripota petite Margot sur ses genoux. Elle disait toujours « La famille, c'est les gens qui te font te sentir en sécurité. Ils n'ont pas besoin d'avoir le même sang que toi. » Colton sentit un nœud dans sa gorge. Il termina la tresse en silence et la noua avec un élastique coloré. « Voilà, » dit-il, la voix un peu rauque. « C'est joli. » Sadie se retourna, pour la première fois, le prit spontanément dans ses bras. L'étreinte fut courte, un peu maladroite, mais sincère. « Bonne nuit, Colton. »« Bonne nuit, Sadie. » Alors qu'elle se dirigeait vers sa chambre, Colton réalisa qu'il n'était peut-être pas nécessaire d'avoir les mêmes liens du sang pour former une famille. Peut-être suffisait-il d'être prêt à apprendre ensemble, apprendre à faire des crêpes ratées, à dessiner des chiens qui n'en ont pas l'air, à tresser des cheveux, et surtout, à faire confiance. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Il savait seulement que, pour la première fois depuis longtemps, il avait hâte de le découvrir. La sonnette retentit à 10 heures ce mardi matin.
Colton ajusta sa cravate bleu marine et passa une main dans ses cheveux avant d'ouvrir la porte. C'était la première fois depuis des semaines qu'il portait une tenue formelle, et il se sentait étrangement mal à l'aise dans son propre costume. « Monsieur Mercer ? Je suis Lauren Wells, des services de protection de l'enfance. » La femme à la porte semblait avoir la quarantaine, les cheveux noirs relevés en un chignon simple, un dossier de documents à la main. Son visage était aimable, mais son regard professionnel ne laissait rien échapper. « Entrez, je vous en prie, » dit Colton en s'écartant, s'efforçant de garder une voix posée. « Merci d'être venu. » C'est lui qui avait contacté les services sociaux. Après un mois passé avec Sadie, il s'était rendu compte que la situation devait être officialisée. Malgré tout ce qui se passait bien, ils évoluaient dans un flou juridique qui pouvait se révéler problématique à tout moment. Lauren pénétra dans le hall, observant les dessins de Sadie accrochés au mur. « Joli travail artistique », remarqua-t-elle. « C'est Sadie qui a fait ça. Elle est douée. » Et où est-elle en ce moment ? Dans la cuisine, elle finit son petit déjeuner. Colton hésita. « Je lui ai expliqué que vous veniez, mais elle est un peu nerveuse. » Lauren hocha la tête. « C'est normal. Je ferai de mon mieux pour qu'elle se sente à l'aise. » Dans la cuisine, Sadie était assise à la table, remuant distraitement une cuillère dans son bol de céréales. Elle avait choisi sa tenue avec soin ce matin-là, une robe bleue simple mais propre, et Colton lui avait fait une tresse élaborée. Elle avait l'air petite et fragile, et le cœur de Colton se serra en la voyant ainsi. « Sadie, voici Madame Wells. Elle est venue nous parler, comme je te l'avais expliqué. » Sadie leva les yeux, méfiante. « Bonjour. »« Bonjour, Sadie. Tu peux m'appeler Lauren. » La travailleuse sociale sourit, s'asseyant à la table. « Jolie tresse. C'est toi qui l'as faite ? » « C'est Colton, » répondit Sadie, un peu surprise par la question. « Il a appris grâce à YouTube. » Lauren haussa légèrement les sourcils en direction de Colton. « Impressionnant. »« Ça demande beaucoup de pratique, » répondit-il en haussant les épaules, tout en servant un café à la visiteuse. « Et pas mal d'erreurs au début. » La tension initiale se dissipa, et Lauren expliqua la raison de sa venue. Elle s'adressa directement à Sadie avec douceur et honnêteté, parlant du fonctionnement du système de protection de l'enfance, de la nécessité de s'assurer qu'elle était bien prise en charge, et des étapes à venir. « Je vais devoir te poser quelques questions et ensuite j'aimerais voir la maison, surtout ta chambre. Ça te va ?» Sadie regarda Colton, qui acquiesça pour l'encourager. « D'accord. » Les premières questions furent simples. Comment Sadie s'adaptait, si elle avait suffisamment de vêtements, si elle mangeait à sa faim, si elle avait repris une scolarité. Puis elles devinrent plus délicates. « Sadie, tu peux me parler de ta mère ?» La fillette se raidit. « Quoi, à propos d'elle ? » De son décès et de ce qui s'est passé ensuite. Sadie prit une grande inspiration, le regard fixé sur la table. « Il y a presque 2 mois. Elle était malade depuis longtemps. » Sa voix se brisa légèrement. « Après ça, on est resté dans notre appartement jusqu'à ce que le propriétaire nous mette dehors. Je n'avais plus nulle part où aller. »« Tu n'as pas d'autres membres de ta famille ? Des tantes, des grands-parents ? » ?»« Non. Il n'y avait que nous 2. » Lauren prit des notes sur son bloc. « Et ton père ? » ?»« Il est parti quand j'étais bébé. Je ne l'ai jamais connu. » D'autres notes. Colton observait en silence, désireux d'intervenir chaque fois qu'il voyait la détresse de Sadie, mais sachant que ce n'était pas le moment. « Comment as-tu rencontré Monsieur Mercer ?» Sadie regarda Colton, comme si elle avait besoin d'aide pour raconter un récit compliqué. « On s'est rencontrés dans un restaurant, enchaîna-t-il. Je dînais seul, et Sadie, eh bien, elle regardait à travers la vitre. J'avais faim, ajouta Sadie en baissant les yeux. Je n'avais pas mangé correctement depuis 2 jours. Lauren garda une expression neutre, mais son stylo grattait plus vite sur le bloc. Et ensuite ? Ils racontèrent l'histoire, le repas partagé, le mot de Sadie, la recherche de Colton, leur retrouvaille sous la pluie. Monsieur Mercer, je comprends que vos intentions étaient bonnes, mais vous devez comprendre qu'héberger un mineur sans prévenir immédiatement les autorités est très irrégulier. Je sais, répondit Colton avec fermeté. C'est pour ça que je vous ai contacté. Je veux que tout soit fait dans les règles maintenant. Vous êtes conscient que la procédure de tutelle est complexe ? Il y aura des vérifications d'antécédents, une évaluation financière, des entretiens, des visites régulières. J'y suis prêt. Lauren se tourna vers Sadie. Souhaiterais-tu continuer à vivre avec Monsieur Mercer ? La question resta un moment en suspens.
Sadie regarda Colton, puis Lorraine. Oui, dit-elle doucement, mais avec assurance. C'est ma maison maintenant. Lorraine lui offrit un léger sourire, puis reprit son air professionnel. On fait un tour de la maison? Ils parcoururent chaque pièce, Lorraine posant d'autres questions, notant des détails. Lorsqu'ils arrivèrent dans la chambre de Sadie, elle s'attarda, observant les livres, les vêtements dans l'armoire, les étoiles peintes au plafond. Cette pièce était... Comment ça t'est-elle? Celle de ma fille, oui, termina Colton. Elle et ma femme sont décédées en couche, il y a un peu plus d'1 an. Lorraine hocha la tête, son regard s'adoucissant légèrement. Je suis désolé. De retour dans le salon, Lorraine avait d'autres questions sur l'avenir de Sadie, l'école, le travail de Colton, comment il comptait équilibrer ses responsabilités, ses projets à long terme. Certaines trouvaient facilement une réponse, d'autres firent prendre conscience à Colton du nombre de choses auxquelles il n'avait pas encore réfléchi. Monsieur Mercé, pour être franche, déclara finalement Lorraine en refermant son dossier, j'ai des réserves quant à la façon dont tout cela s'est déroulé. Dans des circonstances normales, Sadie aurait été placée en famille d'accueil le temps que nous cherchions des proches ou une autre solution adaptée. Sadie pâlit, se rapprochant instinctivement de Colton. Cependant, poursuivit Lorraine, voilà déjà un certain temps que vous vivez ensemble, et il est évident qu'un lien s'est créé entre vous. Elle planta son regard dans celui de Colton. Je vais recommander qu'on entame une procédure de tutelle temporaire, le temps d'envisager une adoption. Mais sachez qu'il n'y a aucune garantie. Le processus est exigeant. Je comprends, répondit Colton, partagé entre le soulagement et l'appréhension. Nous sommes prêts à faire tout ce qu'il faudra. Après le départ de Lorraine, qui promit de repasser dans quelques jours avec plus de papiers à remplir, Sadie resta silencieuse, assise sur le canapé, les bras croisés sur sa poitrine. « Ça va ?» demanda Colton en s'asseyant à côté d'elle. « Et s'ils m'emmènent loin d'ici ?» Sa voix n'était qu'un murmure. « Ils ne t'emmèneront pas, » affirma Colton avec plus d'assurance qu'il n'en ressentait vraiment. « Je ferai tout pour que tu puisses rester ici. Je te le promets. » Mais elle a dit, il n'y a pas de garantie. Tu sais pourquoi il n'y a pas de garantie? Colton se tourna vers elle. Parce qu'ils doivent être sûrs que c'est le meilleur endroit pour toi. Et on leur montrera que c'est le cas. Sadie hésita, puis demanda, et si ce n'était pas le cas? La question le prit au dépourvu. Qu'est-ce que tu veux dire? Et si tu te rends compte que tu ne veux pas vraiment d'une enfant? Que tu as seulement voulu être gentil? Colton inspira profondément, cherchant les mots justes. Sadie, je ne savais pas à quel point j'avais besoin de toi jusqu'à ce que je te trouve. Cette maison n'était pas un foyer avant ton arrivée. Je n'étais pas entier. Il prit ses petites mains dans les siennes. Alors ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas partir. Pas question. Pour la première fois depuis la venue de Lorraine, Sadie esquissa un sourire, un vrai sourire, tout doux. Et Colton sut, avec une certitude qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, qu'il se battrait de toutes ses forces pour préserver ce sourire safe. Colton se réveilla avant son réveil. Pendant un instant, il resta immobile, le regard fixé au plafond, tandis que la conscience du jour à venir pesait sur lui comme une dalle de béton. 18 mai. Il avait réussi à ne pas y penser ces derniers jours, occupé par les formulaires de tutelle pour Sadie, les visites de l'assistante sociale, la routine qu'ils construisaient ensemble. Mais le calendrier ne le laissait pas oublier. 18 mai, le jour où Margot et Reine auraient eu 1 an. Il se leva mécaniquement, s'habilla et descendit. La cuisine était encore vide. Sadie se levait généralement plus tard. Normalement, il aurait préparé des crêpes ou des gaufres, mis la table avec des serviettes colorées, peut-être coupé un peu de fruits. Aujourd'hui, il se contenta de faire bouillir de l'eau et de regarder par la fenêtre, sans vraiment voir quoi que ce soit. « Good morning » lança la voix enjouée de Sadie derrière lui. Colton se retourna, forçant un sourire qui ne parvint pas à ses yeux. « Morning. Tu veux des céréales ?» Sadie inclina la tête, sentant aussitôt que quelque chose n'allait pas. Au cours des 2 derniers mois, elle avait appris à lire les humeurs de Colton avec une précision surprenante. « Are you all right ?» demanda-t-elle en grimpant sur l'un des tabourets hauts de la cuisine. « Sûr, just didn't sleep well. » Colton posa un bol et la boîte de céréales devant elle. « Du lait ?» Elle hocha la tête, l'étudiant toujours du regard. « You seem sad. » Colton versa le lait sans répondre. Il voulait dire que tout allait bien, pour maintenir la normalité qu'ils avaient travaillé si dur à établir. Mais quelque chose lui bloquait la gorge. « J'ai une réunion au bureau aujourd'hui » dit-il finalement, changeant de sujet. «
Janet restera avec toi cet après-midi. Ça va? Oui. Sadie commença à manger ses céréales, mais ses yeux restaient fixés sur Colton. C'est une réunion importante? Très, ment-il. Il n'y avait aucune réunion. Il avait juste besoin de quelques heures seul pour affronter cette date à sa façon. J'essaierai de ne pas rentrer trop tard. Le petit déjeuner se poursuivit dans le silence. Colton sirotant un café dont il ne sentait pas le goût, Sadie remuant plus ses céréales qu'elle ne les mangeait. Quand ils eurent fini, il appela Janet, sa secrétaire, qui avait déjà gardé Sadie quelquefois et s'entendait bien avec elle. « Tu es sûr de ne pas vouloir me dire ce qui se passe ?» demanda Sadie tandis qu'il se préparait à partir. Pendant un instant, Colton hésita. Peut-être aurait-il dû lui dire. Peut-être que Sadie comprendrait. Mais il se souvint de son état après la visite de l'assistante sociale, quand elle avait eu peur d'être emmenée, se sentant en insécurité. Il ne pouvait pas lui imposer son chagrin aujourd'hui. « It's fine », répéta-t-il en l'aidant à ajuster son sac à dos. « Comment? I don't want you to be late to the library. » Après avoir déposé Sadie chez Janet à la bibliothèque publique, Colton erra en voiture pendant presque une heure. Finalement, il se gara près d'un petit parc tranquille. Il ouvrit la boîte à gants et en sortit une enveloppe qu'il y conservait depuis des semaines. À l'intérieur, il y avait une échographie, la dernière de Rennes, prise une semaine avant la date prévue d'accouchement. Il y avait aussi une carte que Margot avait écrite pour sa fille, à lire le jour de son premier anniversaire. Pour notre petite reine en cette première année de vie, puisses-tu grandir forte et gentille, courageuse et compatissante. Sache que tu étais désirée et aimée dès le premier instant. Maman et papa seront toujours là pour toi, avec tout notre amour, aujourd'hui et pour toujours. Colton laissa libre cours à ses larmes en tenant la carte. L'écriture de Margot était élégante, avec des lettres arrondies qui dansaient sur la page. Il entendait sa voix prononcer ces mots. L'imaginait tendant la carte à une reine d'1 an, peut-être avec un gâteau fait maison et une petite fête. Une réalité qui n'existerait jamais. Il resta là pendant des heures, tantôt à pleurer, tantôt à fixer l'horizon. Quand son téléphone sonna, c'était déjà la fin de l'après-midi. « Colton ?» fit la voix inquiète de Janet. « Tout va bien ? Sadie est agitée, elle demande quand tu reviendras. »« Je suis désolé, j'ai perdu la notion du temps, » répondit-il, la voix enrouée. « J'arrive. » Lorsqu'il arriva à la bibliothèque, Sadie accourut et le serra fort contre elle. « Tu as mis tant de temps, » dit-elle, la voix étouffée contre son manteau. « Je suis désolé, la réunion s'est prolongée. » Il remercia Janet, qui partit avec un regard soucieux. Sur le chemin du retour, Sadie raconta comment elle avait lu un livre sur un chien, vu un autre chien dans le parc voisin, parler du projet de science que Janet l'avait aidé à commencer. Colton répondait par des monosyllabes, l'esprit encore prisonnier de cette réalité alternative, celle où Margot et Reine étaient présentes. À la maison, Sadie tenta de le réconforter. Elle lui montra un dessin qu'elle avait fait spécialement pour lui. Elle proposa de préparer des sandwichs pour le dîner. Elle suggéra de regarder ensemble son film préféré. Chaque geste gentil ne fit qu'alourdir la boule dans sa poitrine. La culpabilité de construire une nouvelle vie alors que Margot et Reine n'en auraient jamais l'occasion, la culpabilité de ne pas être totalement présent pour Sadie. « Pas ce soir, » dit-il d'une voix lasse, lorsqu'elle lui montra son dessin. « Tu n'aimes pas le dessin ?» demanda Sadie en voyant qu'il ne faisait que le regarder à peine. « Il est bien, » répondit-il machinalement. « Tu n'as même pas regardé ?» Sa voix se brisa, blessée. « Qu'est-ce que j'ai fait ?»« Rien, Sadie. Ce n'est pas toi. Alors pourquoi tu me traites comme ça? Pourquoi tu agis différemment? » « Je n'agis pas différemment. » répliqua Colton, plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. « J'ai juste besoin d'un peu d'espace aujourd'hui. »« D'espace, loin de moi? Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Il se passa une main sur le visage, épuisé. « Regarde, aujourd'hui est juste un jour difficile pour moi. C'est tout. » « Pourquoi? C'est quel jour? C'est compliqué. »« Je ne suis pas stupide, » s'emporta-t-elle, la voix mêlée de frustration et de peur. « Je sais que quelque chose ne va pas. Pourquoi tu ne me le dis pas? Parce que ça ne te regarde pas. » Les mots sortirent avant qu'il ne puisse se retenir, durs, tranchants. Les yeux de Sadie se remplirent de larmes. Elle attrapa le dessin au sol, le froissa et prit la fuite. Sadie, attends. Je ne voulais pas. Mais elle courait déjà vers sa chambre, en claquant violemment la porte. Colton s'affala sur le canapé, la tête dans les mains. Comment avait-il pu se montrer si maladroit, si insensible? C'était justement la raison pour laquelle il avait tenté de cacher la signification de ce jour, pour la protéger.
Et maintenant, il avait fait ce qu'il redoutait le plus, la blesser à cause de sa propre souffrance. Il la laissa quelques minutes, puis monta à l'étage. Il frappa doucement à sa porte. « Sadie, je peux entrer ?» Pas de réponse, mais la porte n'était pas verrouillée. Il l'ouvrit lentement. Sadie était assise au bord du lit, serrant contre elle Little Margot, des larmes coulant sur son visage. Elle détourna le regard en voyant Colton. « Désolé, dit-il en s'asseyant à côté d'elle, mais en gardant un petit espace. Je n'aurais pas dû te parler comme ça. » Elle resta silencieuse. Aujourd'hui, Colton prit une inspiration tremblante. Aujourd'hui aurait été le premier anniversaire de Reine. « Ma fille. » Sadie leva la tête, surprise. Parfois, les jours comme celui-ci, la douleur de les avoir perdus, elle et Margot, est plus forte. Mais ça n'excuse pas comment je t'ai traité. Tu n'as rien fait de mal. Je voulais juste te rendre heureux, souffla Sadie d'une petite voix. J'ai vu que tu étais triste. Je sais, et ça montre à quel point tu es spécial. Il esquissa un léger sourire. Tu es en fait la seule bonne chose qui me soit arrivée toute cette année. Les larmes de Sadie recommencèrent à couler, mais d'une autre façon. Elle hésita, tentant de ravaler un sanglot. Tu ne vas pas me renvoyer ? Te renvoyer ? Dans le système, chez l'assistante sociale, bredouilla-t-elle. Quand tu en auras marre de moi, quand je deviendrai trop compliqué. Jamais. Le mot sortit comme un serment. Jamais, Sadie. Tu n'es pas un objet qu'on rendrait au magasin. Tu es ma famille maintenant. Il ouvrit les bras et Sadie s'y blottit, pleurant à chaudes larmes. Colton la serra fort, sentant ses propres larmes revenir. Je suis désolé de ne pas t'avoir parlé d'aujourd'hui, murmura-t-il. Je pensais te protéger, mais j'aurais dû te faire confiance, savoir que tu comprendrais. On peut faire quelque chose pour Reine ? Demanda Sadie, la voix encore tremblante. Comme allumer une bougie ou envoyer un ballon dans le ciel. Colton sentit quelque chose se dénouer en lui, un nœud qu'il ne savait pas présent. C'est une magnifique idée, dit-il. Je pense que Reine aurait adoré t'avoir comme grande sœur. Sadie sourit à travers ses larmes. Je lui aurais appris à faire des tresses, à dessiner, et à repérer les constellations. Ils restèrent ainsi, se tenant l'un l'autre en imaginant une réalité qui n'existerait jamais, mais trouvant du réconfort à la partager. Le fantôme de la culpabilité demeurait. Peut-être resterait-il toujours. Mais à présent, Colton n'avait plus à l'affronter seul. Sadie, il est presque l'heure, appela Colton depuis le bas de l'escalier, ajustant pour la 3e fois sa cravate vers Émeraude en 5 minutes. Sans réponse, il gravit les marches 2 à 2. La porte de Sadie était légèrement entr'ouverte. Il frappa doucement avant de pousser. « Tout va bien ici ?» Elle était assise au bord de son lit, déjà vêtue de la robe vert aqua qu'ils avaient choisie ensemble pour l'occasion. Ses cheveux étaient parfaitement tressés, Colton maîtrisait désormais pleinement cette compétence et un ruban assorti y était inséré. Dans ses mains, elle tenait Little Margot, caressant distraitement les oreilles de l'ours en peluche. « Et s'il dit non ?» murmura-t-elle à peine. Colton s'assit à côté d'elle, le matelas s'enfonçant légèrement sous son poids. « Tu parles du juge ?» Elle acquiesça, les yeux toujours baissés sur l'ours. « Sadie, regarde-moi. » Il attendit qu'elle lève les yeux. « Nous avons tout bien fait. Lorraine a remis un excellent rapport. L'avocat dit que nos chances sont très bonnes. Mais pas à 100%. Colton ne pouvait pas nier que les dernières semaines avaient été un véritable tourbillon d'émotions et de paperasse. Formulaire, entretien, évaluation psychologique, vérification d'antécédents, preuve de stabilité financière. Chaque étape avait été franchie avec succès, mais toujours avec cette ombre d'incertitude. Non, pas à 100%, admit-il. Très peu de choses dans la vie le sont. Mais on n'a jamais été aussi près. Et s'il me demande pourquoi tu veux m'adopter, qu'est-ce que tu vas dire ? La question le surprit par sa franchise. En 5 mois passés à ses côtés, elle ne l'avait jamais formulée aussi directement. « Je lui dirai la vérité, » répondit Colton en prenant ses petites mains dans les siennes. « Que depuis que tu es entré dans ma vie, cette maison est redevenue un foyer. Que j'ai appris de toi plus sur le courage et la résilience que durant toutes mes années précédentes réunies. Que je ne peux pas imaginer ma vie sans tes histoires, tes dessins accrochés au frigo, tes questions sur les étoiles. » Les yeux de Sadie s'embuèrent de larmes qu'elle tenta de retenir. Je lui dirai que, même si ça peut paraître étrange, on s'est trouvé quand on en avait le plus besoin, et que parfois, la famille qu'on se construit est plus forte que celle dans laquelle on est. Sadie expira un souffle tremblant. Je crois que ça le convaincra. Colton sourit. J'espère. Bon, et ces chaussures neuves, elles sont confortables ?
Ça va être une longue journée. Elles vont très bien. Elle se leva, lissant sa robe. Colton? Oui? Merci. Pour tout. Il sentit sa gorge se serrer. Non, Sadie. Merci à toi. Le bâtiment du tribunal de la famille était imposant, fait de briques rouges et de colonnes blanches. À l'intérieur, les couloirs de marbre amplifiaient chaque pas, chaque murmure, créant une atmosphère presque solennelle. Colton et Sadie attendaient sur un banc de bois poli, aux côtés de leur avocat, maître Gregory Paxton, un homme d'une cinquantaine d'années à l'expression naturellement sérieuse, mais aux yeux bienveillants. Rappelez-vous, expliqua Gregory pour la troisième fois, le juge Porter est juste, mais méticuleux. Il posera peut-être des questions difficiles. Répondez honnêtement, sans trop en dire. Colton acquiesça, tenant fermement la main de Sadie. Lauren Wells, l'assistante sociale, les rejoignit, ses talons résonnant sur le sol. « Comment vont nos deux guerriers » demanda-t-elle avec un sourire encourageant. Nerveux, admit Colton. « C'est normal. Mais j'ai une bonne nouvelle, j'ai brièvement parlé au juge Porter et il a lu mon rapport complet. Il est plutôt impressionné par vos progrès. » Avant qu'il ne puisse poursuivre, un huissier apparut à la porte de la salle d'audience. Audience de tutelle pour Sadie Morgan Mitchell. Les parties sont priées d'entrer. Colton et Sadie se levèrent. Elle paraissait encore plus petite parmi ces adultes, dans ce couloir imposant. Il se pencha à sa hauteur, un geste devenu presque rituel. Rappelle-toi ce qu'on se dit toujours, un pas à la fois. Sadie hocha la tête, serrant sa main avec une force surprenante pour une si petite personne. La salle d'audience n'était pas très grande, mais pour Sadie, elle semblait immense. Le juge Porter, un homme aux cheveux gris et aux lunettes à monture fine, parcourait les documents devant lui tandis que tout le monde s'installait. « Bonjour », dit finalement le juge en relevant ses lunettes. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour finaliser la procédure de tutelle permanente de mademoiselle Sadie Morgan Mitchell, demandée par monsieur Colton James Mercer, c'est bien cela ? » « Oui, votre honneur », confirma Gregory. Le juge ajusta ses lunettes. En lisant le dossier, je vois que la situation a débuté de façon inhabituelle. Colton sentit un frisson le parcourir. Voilà le moment qu'il redoutait, lorsque le juge questionnerait la façon dont Sadie était arrivée chez lui. Monsieur Mercer, vous avez trouvé la mineure vivant dans la rue et l'avez emmenée chez vous sans en informer immédiatement les autorités. Pourriez-vous expliquer cette décision ? Colton prit une grande inspiration. Votre honneur, je sais que je n'ai pas suivi les procédures adéquates et je m'en excuse. À ce moment-là, je ne pensais qu'à la sécurité et au bien-être de Sadie. Dès que nous avons eu une certaine stabilité, j'ai entrepris de régulariser la situation. Le juge l'observa par-dessus ses lunettes, le visage impassible. Mademoiselle Wells, selon vous, sur le plan professionnel, est-ce que cette irrégularité initiale remet en cause la capacité de monsieur Mercer à être tuteur ? Lauren se leva. Non, votre honneur. Au cours de nos multiples visites et évaluations, il est clair que monsieur Mercer a toujours priorisé le bien-être de Sadie. Il a fait preuve d'un engagement exemplaire pour apprendre à s'occuper d'un enfant, à ajuster son emploi du temps pour être présent et à créer un environnement sûr et accueillant. Le juge prit des notes, puis se tourna vers Sadie. Mademoiselle Mitchell, j'aimerais vous poser quelques questions directement, si vous le permettez. Sadie regarda Colton, qui hocha la tête pour l'encourager, puis reporta son attention sur le juge. Oui, monsieur. Comment vous sentez-vous chez monsieur Mercer ? Heureuse, répondit Sadie sans hésiter. Il m'a appris à faire du vélo, et il fait des pancakes avec des formes rigolotes le matin. Il ne se fâche jamais quand je parle des étoiles, même si je répète 100 fois la même chose. Un léger sourire courba les lèvres du juge. Vous y sentez-vous en sécurité ? Oui, très en sécurité. Sadie redressa les épaules. Quand je fais des cauchemars, il vient toujours dans ma chambre et reste jusqu'à ce que je me rendorme. Et quand lui fait des cauchemars, je fais la même chose. Ce détail ne figurait pas dans les rapports. Colton vit les sourcils du juge se hausser. Je vois. Et aimeriez-vous qu'il soit votre tuteur permanent ? Sadie fixa alors le juge avec un sérieux qui dépassait son âge. J'aimerais qu'il soit mon papa pour toujours. Un silence se fit dans la salle. Le cœur de Colton battait si fort qu'il avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Le juge reporta son attention sur les documents, tournant quelques pages. Maître Paxton, tous les critères légaux sont-ils remplis ? Vérification d'antécédents, situation financière, plans éducatifs ? Oui, votre honneur. Tous les documents sont en ordre, comme détaillé aux pages 15 à 27 du dossier. Je vois, fit le juge en ajustant ses lunettes.
Je constate qu'il y a eu de nombreuses recherches pour retrouver d'éventuels membres de la famille de l'enfant, sans résultat. Exact, votre honneur, ajouta Grégory. En effet, durant ces recherches, nous avons découvert quelque chose d'intéressant qui ne figurait pas dans les premiers rapports. Colton fronça les sourcils, regardant son avocat. C'était une nouvelle information pour lui aussi. En vérifiant les anciens registres d'emploi de la mère de Sadie, feu Madame Elena Mitchell, nous avons découvert qu'elle a travaillé environ 8 mois comme membre du personnel d'entretien dans l'entreprise de Monsieur Mercé, il y a 5 ans. Quoi? Lâcha Colton avant de pouvoir se contenir. Le juge jeta un regard vers lui. Monsieur Mercé, vous n'étiez pas au courant? Non, votre honneur, pas du tout. Mon entreprise compte des centaines d'employés, et le nettoyage est externalisé. Je n'ai jamais... Je ne savais pas. Je comprends, dit le juge, l'observant. Maître Paxton, avez-vous une preuve de cette ancienne relation? Grégory ouvrit un dossier. Oui, votre honneur. Voici les relevés de paiement de la société de nettoyage sous contrat avec Mercé Enterprises entre 2015 et 2016. Le nom d'Elena Mitchell y figure, affecté à l'étage de la direction où se trouve le bureau de Monsieur Mercé. Le juge examina les documents, puis regarda Colton et Sadie avec réflexion. « Ma maman travaillait là-bas » demanda Sadie d'une voix basse, surprise. Colton essayait encore d'absorber la nouvelle. Le nom d'Elena Mitchell ne lui disait rien. Il essayait de se souvenir d'un visage parmi ceux qui nettoyaient son bureau, des années plus tôt. Il se rendait compte, gêné, qu'il ne les avait sans doute jamais vraiment regardés. Cela rend la situation d'autant plus extraordinaire, commenta le juge, brisant le silence. Vos chemins se sont déjà croisés, d'une certaine manière, intervint Lauren Wells avec douceur. Parfois, l'univers trouve des moyens mystérieux de relier les gens. Colton sentit des larmes chaudes couler sur ses joues. L'idée que la mère de Sadie avait un jour travaillé dans son bureau, peut-être était-elle passée dans les couloirs, avait nettoyé son bureau quand il n'y était pas, et des années plus tard, par un incroyable hasard, sa fille avait croisé sa route au moment où ils en avaient tous deux le plus besoin. C'était bouleversant. Le juge porteur se racla la gorge, recentrant l'attention. Bien, après avoir examiné tous les documents, rapports et témoignages, je suis prêt à rendre ma décision. Il posa son regard sur Colton et Sadie. Il est de l'avis de ce tribunal que l'intérêt supérieur de la mineure, Sadie Morgan Mitchell, sera servi en accordant la tutelle permanente à Monsieur Colton James Mercé. Sadie serra la main de Colton si fort qu'il en eut presque mal. Monsieur Mercé, êtes-vous prêt à assumer l'entière responsabilité légale, financière et affective du bien-être de Sadie? Oui, votre honneur, répondit Colton, la voix tremblante mais sûre. Je le suis. Alors le juge sourit enfin. Par le pouvoir qui m'est conféré par l'État, j'officialise la tutelle permanente. Félicitations à tous les deux. Sadie ne perdit pas une seconde. Elle sauta de son siège pour se jeter dans les bras de Colton, qui la souleva dans une étreinte serrée. Les larmes coulaient librement sur son visage et sur celui de la fillette. « On l'a fait !» chuchota Colton tout contre ses cheveux. « Oui, on l'a fait !» fit Sadie. Elle recula juste assez pour plonger son regard dans celui de Colton. « Alors je suis vraiment ta fille maintenant? Pour de vrai? Pour de vrai, pour toujours !» Lauren, Grégory et même l'huissier applaudirent doucement. Le juge porteur, avec un sourire bienveillant, frappa légèrement son marteau une dernière fois. L'audience est levée, si je puis me permettre un mot personnel, je vois rarement une famille qui semble aussi destinée à être ensemble. 3 semaines plus tard, Sadie ajustait nerveusement un serre-tête orné de petites planètes. La présentation de 5e sur le système solaire allait commencer dans 15 minutes, et elle jouait le rôle de Saturne. « Tu penses qu'il est déjà là ?» demanda-t-elle à sa nouvelle amie Maya, qui jouait Jupiter. « Probablement. Mes parents sont arrivés avec une demi-heure d'avance pour avoir de bonnes places. » Sadie jeta un coup d'œil à travers le rideau de l'auditorium, essayant de repérer Colton parmi la foule presque pleine. Son cœur s'emballa quand elle ne le vit pas immédiatement. « Il m'a promis qu'il viendrait, marmonna-t-elle. 5 minutes, les enfants. » lança Madame Rix, la prof de sciences, en frappant dans ses mains pour attirer l'attention. « À vos places. » Sadie jeta un dernier regard désespéré à la salle. Puis elle le vit. Il arrivait en courant par l'allée latérale, visiblement tout droit sorti du travail, encore en costume et cravate. Colton balaya la salle du regard pour trouver un siège, et c'est à ce moment que leurs yeux se croisèrent à travers l'entrebâillement du rideau. Il lui sourit et lui fit un signe de la main. Ce n'est qu'alors que Sadie remarqua l'objet qu'il tenait,
une pancarte colorée pliée sous son bras. Quand il s'assit au premier rang, il la déplia. On pouvait y lire en grosses lettres vives « Sadie, ma star préférée ». Une chaleur douce et lumineuse envahit la poitrine de Sadie, chassant toute nervosité. Lorsque le rideau s'ouvrit et que les projecteurs s'allumèrent, Sadie n'avait plus peur. Quand vint son tour de parler, elle s'avança et ajusta son serre-tête planétaire, s'adressant légèrement en dehors du texte, les yeux posés sur Colton. « Saturne is sa planète known for its beautiful ring », récita-t-elle comme répété. Puis, avec un léger sourire, elle ajouta « Tout comme les étoiles, les planètes ont aussi besoin d'un endroit qu'elles appellent maison. C'est l'histoire d'une étoile qui a trouvé la sienne. » Dans le public, Colton essuya discrètement une larme et lui rendit son sourire, le cœur débordant de fierté et d'amour, un sentiment qu'il n'aurait jamais cru possible de ressentir à nouveau. L'univers, dans sa mystérieuse sagesse, avait croisé leurs chemins non pas une mais 2 fois, et cette fois, ils resteraient ensemble, en orbite l'un autour de l'autre comme des étoiles formant leur propre constellation. Dad, your tea is crooked again. Colton jeta un coup d'œil à son reflet dans le miroir tandis que Sadie, debout sur un petit marchepied à côté de lui, ajustait sa cravate verte émeraude. Ses doigts agiles se déplaçaient avec une précision surprenante pour une fillette de 9 ans. « Mieux, maintenant » demanda-t-il en se tournant pour qu'elle vérifie. « Parfait » répondit Sadie en sautant du marchepied. « Tu as l'air important. »« Tu as l'air importante, toi aussi » dit Colton en admirant sa robe fleurie avec un nœud rose assorti à ses nouvelles chaussures. « Bien sûr » répliqua-t-elle avec un sérieux fin. « Je suis Sadie de l'Institut Sadie Rose. »« Très importante. » Colton rit en attrapant les clés de la voiture. « Sans aucun doute. Et on va être en retard pour l'inauguration si on ne part pas maintenant. » Sur la route menant au vieux bâtiment en périphérie de la ville, Sadie commenta avec excitation ses futures responsabilités durant la cérémonie. Elle avait passé la semaine à répéter le petit discours qu'elle s'était proposé de faire, même si Colton l'avait assuré qu'elle n'était pas obligée de parler si elle ne s'en sentait pas la force. « Mais je veux » insista-t-elle. « C'est important. » Depuis les 8 mois qui avaient suivi l'officialisation de l'adoption, Colton avait vu Sadie s'épanouir avec émerveillement. La fillette méfiante et timide qu'il avait découverte, le nez collé à la vitre d'un restaurant, était devenue une enfant confiante, investie dans les activités de l'école, se faisant des amis et rêvant grand pour l'avenir. Plus récemment, après une discussion sur les enfants qui n'avaient pas eu la même chance qu'elle, Sadie avait posé une question qui avait tout changé. « Pourquoi on ne pourrait pas aider d'autres enfants comme moi ?» Cette simple interrogation avait semé la graine qui, nourrie par la détermination de Colton et l'enthousiasme de Sadie, avait germé en un projet, l'Institut Sadie Rose, dont les portes ouvraient ce matin-là. À leur arrivée, le parking était presque plein. Des journalistes locaux, des élus municipaux, des donateurs potentiels, et surtout, des familles avec des enfants dans le besoin s'étaient rassemblées. « Waouh » murmura Sadie en voyant la foule en descendant de la voiture. « Il y a tellement de gens. » « Nerveuse » demanda Colton en lui tenant la main. Elle prit une grande inspiration, relevant le menton d'un geste qui rappelait sa mère et l'Elanena Mitchell, sur les quelques photos que Colton avait retrouvées. Un peu, mais d'un trac agréable. En se dirigeant vers le bâtiment fraîchement rénové, Janet, désormais coordinatrice exécutive de l'Institut, vint à leur rencontre, ajustant son badge sur son blazer. « Vous voilà » dit-elle, soulagée. « Tout est prêt. Le maire est arrivé en avance, les représentants du Conseil de protection de l'enfance sont là, et la presse est en place. » Colton hocha la tête, partagé entre l'excitation et l'appréhension. Il avait consacré les derniers mois à ce projet, réorientant une partie importante des ressources de son entreprise pour créer non pas un simple foyer temporaire, mais un centre global offrant éducation, suivi psychologique, formation professionnelle pour les plus grands, ainsi qu'un programme novateur d'aide à la famille. « Où est Lorraine ?» demanda Sadie, cherchant l'assistante sociale devenue une amie de la famille. « Elle est avec les enfants qui préparent leur petite représentation », répondit Janet, désignant un groupe d'enfants qui répétaient une chanson près de la scène improvisée. Au moment de la cérémonie, Colton sentit la main de Sadie se crisper dans la sienne. Il baissa les yeux et remarqua qu'elle mordillait sa lèvre, signe de son anxiété. « Et » fit-il en se penchant vers elle, reprenant ce rituel réconfortant. « Souviens-toi, un pas à la fois. » Elle lui rendit un sourire tremblant. « Un pas à la fois » répéta-t-elle. Le maire lança la cérémonie avec un discours sur l'importance d'initiatives privées venant compléter l'action publique. Puis Lorraine parla de la réalité des enfants en situation de vulnérabilité. Enfin, l'animateur annonça. « Et maintenant,
c'est avec un grand honneur que nous invitons Monsieur Colton Mersey, fondateur de l'Institut Sadie Rose, et sa fille, Sadie Mersey, l'inspiration derrière ce projet, à monter sur scène. En montant, Colton remarqua que Sadie ne montrait plus de nervosité. Son visage était empreint d'une détermination sereine qui le remplit de fierté. Colton ajusta le micro et balaya l'assistance du regard. Bonjour à tous. C'est avec une immense joie que nous inaugurons aujourd'hui l'Institut Sadie Rose. Mais avant d'expliquer ce projet, je dois parler brièvement de comment nous en sommes arrivés là. Il raconta, sans entrer dans les détails trop personnels, la façon dont il avait rencontré Sadie, une étoile qui avait besoin d'une maison, tout comme moi, j'avais besoin d'une étoile pour me guider. Il expliqua comment l'adoption l'avait sensibilisé au sort de tant d'autres enfants qui n'avaient pas cette chance. L'Institut Sadie Rose avait pour mission de « bâtir des ponts » entre les enfants qui ont besoin d'amour et les adultes capables de le leur offrir, entre le système de protection de l'enfance et la communauté, entre un présent difficile et un avenir plein de possibilités. Colton évoqua les différents programmes proposés, soutien psychologique, activités culturelles et sportives, aide aux familles, préparation à l'adoption. Parce qu'aucun enfant, conclut-il, ne devrait jamais être seul quand tant de cœurs sont prêts à aimer. Quand il eut fini, Colton se recula pour laisser la place à Sadie, lui adressant un signe rassurant. Une onde d'admiration parcourut le public en voyant la fillette s'avancer vers le micro, l'air étrangement sérieux pour son jeune âge. « Salut, commença-t-elle, la voix claire. Je m'appelle Sadie, et il y a un an, je n'avais pas de maison, pas de famille, pas d'espoir. » La foule retint son souffle. J'avais perdu ma maman, qui était la meilleure personne du monde, et je croyais que je ne serais plus jamais heureuse. Mais ensuite, elle posa son regard sur Colton avec un sourire qui illuminait tout son visage. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a réellement vu. Vraiment. Il m'a vu, pas seulement regardé, comme beaucoup de gens le font avec les enfants, surtout ceux qui sont tout seuls. Sadie fit une courte pause avant de poursuivre. Beaucoup d'enfants comme moi attendent juste qu'on les regarde dans les yeux, qu'on voit qui ils sont pour de vrai. Pas seulement ce dont ils ont besoin ou ce qui leur manque, mais aussi leurs rêves, leurs peurs, leurs histoires. Elle se tourna vers le bâtiment flambant neuf derrière elle. Cet endroit va aider ces enfants à être vus, jusqu'à ce qu'ils trouvent leur propre famille ou jusqu'à ce que leur famille apprenne à mieux les voir. Colton sentit la gorge se nouer alors que Sadie finissait. Merci d'aider d'autres enfants à être vus, comme je l'ai été. Les applaudissements fusèrent immédiatement, chargés d'émotion. Même les journalistes, d'habitude plus réservés, semblaient touchés. Colton vit Lorraine essuyer discrètement une larme. Vint ensuite le moment symbolique de couper le ruban d'inauguration, un large ruban rose tendu devant l'entrée de l'Institut. Lorraine tendit à Colton une paire de ciseaux géants décorés de rubans colorés. « Je pense que vous devriez le faire tous les deux, dit-elle en faisant un clin d'œil à Sadie. Colton se plaça derrière Sadie, tenant les ciseaux ensemble. Les appareils photo crépitèrent tandis qu'il lui murmurait. « Prête à ouvrir ses portes pour que d'autres histoires comme la nôtre commencent ?» Sadie hocha la tête, et ensemble, ils coupèrent le ruban. D'autres applaudissements éclatèrent, mais c'était surtout les mots spontanés de Sadie qui restaient dans tous les esprits. Maintenant, plus d'enfants pourront trouver un papa qui les regarde vraiment dans les yeux. Le reste de la journée fut une suite d'interviews, de visites de l'Institut, de discussions avec des donateurs et de rencontres avec les premières familles qui bénéficieraient des programmes. Sadie resta longtemps aux côtés de Colton, puis s'éclipsa pour jouer avec un groupe d'enfants dans l'aire de jeu fraîchement inauguré. De la fenêtre de son nouveau bureau, Colton la regardait montrer à d'autres enfants comment tresser les cheveux d'une poupée. Elle semblait si naturelle avec eux, sans la moindre trace de la fillette apeurée qu'elle avait été. « Elle est incroyable », commenta Lorraine en s'approchant. « Tu sais, quand on a commencé ce processus, j'avais mes doutes. » Colton sourit. « Je m'en doutais. Ce n'était pas la situation idéale. » « Pas du tout. Mais parfois, » elle observa Sadie en train de rire avec les autres enfants. Parfois, ce qui n'est pas idéal se révèle parfait. Plus tard dans la soirée, quand ils quittèrent enfin l'Institut après une journée riche en émotions, Colton et Sadie étaient exténués, mais heureux, d'une fatigue qu'on ressent après avoir accompli quelque chose de grand. Sur la route, Sadie demanda soudain. « Est-ce que ça a été très dur ? » « Quoi, chérie ? Construire l'Institut ? » Colton réfléchit. « Pas aussi dur qu'apprendre à faire des tresses françaises, plaisanta-t-il, la faisant rire, mais oui, ça a demandé beaucoup de travail. Ça valait le coup, non ? Oui, assura-t-il. Elle se tut un instant, regardant les lumières de la ville défiler par la fenêtre. Peut-être qu'une autre fille comme moi trouvera un papa comme toi, là-bas. Peut-être, acquiesça Colton.
c'est tout l'espoir qu'on peut avoir. Ce soir-là, le dîner fut simple, avec une pizza livrée, tradition après une journée particulièrement chargée. Assis autour de la table de la cuisine, ils mangèrent en silence, un silence complice qui n'existe qu'entre des gens pleinement à l'aise les uns avec les autres. « À quoi tu penses ?» demanda Colton en remarquant le regard pensif de Sadie, qui grignotait une tranche de pepperoni. « Tu crois ?» Elle hésita, tordant une mèche de cheveux autour de son doigt, un petit tic qui montrait sa réflexion profonde. « Tu crois que Margot et Ren nous voient ? Et ma maman aussi ?» La question prit Colton au dépourvu, mais pas de manière désagréable. Depuis 1 an, ils avaient établi une façon franche et ouverte de parler de leurs disparus. Des photos de Margot côtoyaient désormais celles d'Elena Mitchell sur les murs. La chambre destinée à Ren, devenue celle de Sadie, conservait les étoiles peintes par Margot, auxquelles Sadie et Colton avaient ajouté des planètes et des comètes. « Je n'ai aucun doute, répondit-il doucement. Je pense qu'elles sont très fières de ce qu'on a fait aujourd'hui. Comme des étoiles, murmura Sadie, levant les yeux vers le plafond, là où, un étage plus haut, sa propre chambre était décorée de dizaines d'autocollants fluorescents représentant des étoiles. Exactement comme des étoiles. Après le dîner, Colton proposa un film, mais Sadie préféra jouer au jeu de société qu'ils avaient acheté la semaine précédente. Bientôt, ils étaient tous deux sur le tapis du salon, riant et se chambrant sur les règles. « Tu triches !» s'exclama Sadie en pouffant, lorsque Colton fit un coup inattendu. « Ce n'est pas de la triche, c'est de la stratégie avancée, répliqua-t-il avec un sérieux exagéré, ce qui la fit rire encore plus. La soirée s'acheva selon le rituel désormais établi. La douche, le brossage de dents, le choix de l'histoire du soir. Cette fois, ce fut Colton qui lut, un livre sur l'exploration spatiale. Enfin, l'heure du coucher arriva. La chambre de Sadie, mélange d'objets qu'elle avait apportés, comme le livre préféré de sa mère, désormais protégé sur une étagère, et de nouveaux trésors, sa collection grandissante de livres d'astronomie, était le reflet de leur chemin parcouru ensemble. En remontant la couverture, Colton remarqua Little Margot, l'ours en peluche que Sadie gardait toujours près d'elle la nuit. « C'était une grande journée, dit-il en s'asseyant sur le bord du lit. « La meilleure, confirma Sadie, les yeux déjà lourds de sommeil. « Papa ? Oui ? Merci de m'avoir vu, ce jour-là. » Colton ressentit ce pincement familier au cœur, le même qui le traversait chaque fois que Sadie l'appelait « papa ». « Je suis celui qui devrait te remercier de m'avoir vu, répondit-il, en l'embrassant sur le front. « Bonne nuit, ma star. »« Bonne nuit, papa. » Il éteignit la lumière, ne laissant que la lampe lune diffuser une clarté douce. Les autocollants fluorescents commencèrent alors à scintiller, transformant la chambre en un petit univers privé. Debout sur le seuil, Colton observa Sadie qui s'abandonnait lentement au sommeil. Il se rappela la première fois qu'il l'avait vue, son regard affamé et plein d'espoir à travers la vitre du restaurant. La première nuit chez lui, recroquevillé sur le vieux fauteuil du couloir. Comme ils avaient avancé depuis, il y avait toujours des jours difficiles où l'absence de Margot et Ren le déchirait. Des jours où Sadie pleurait sa mère, partie trop tôt. Des jours où il trébuchait en apprenant à être une famille créée autour d'une douleur commune. Mais ils étaient éclipsés par les jours heureux. Les matins aux pancakes biscornus, les après-midi à lire à l'ombre du jardin, les soirs comme celui-ci, sous un plafond étoilé. Alors que Colton refermait doucement la porte, la laissant entr'ouverte comme Sadie l'aimait, il comprit qu'importe ce que l'avenir leur réservait, ils avaient trouvé quelque chose de précieux. Un nouveau départ, une seconde chance, un foyer. Comme une caméra imaginaire qui s'éloigne lentement, l'image de la maison doucement éclairée sous le ciel nocturne paisible racontait sa propre histoire, celle de pertes transformées en liens, d'espaces vides comblés, non pas par des remplacements, mais par de nouveaux amours. Une histoire sur la façon dont des gens brisés peuvent parfois s'emboîter parfaitement dans les fissures des uns et des autres, permettant une croissance là où personne ne s'y attendait. L'amour était resté. Et la fillette aussi.